Et donc en fait, on a pensé au milieu de la boulangerie et on s'est dit comment on pourrait intégrer nos farines de chanvre avec les farines blanches des boulangers. Et là, on a eu l'idée de créer en fait enfin déjà d'aller voir des boulangers pour leur distribuer nos farines. Et en fait, quand on a vu qu'on en avait un, puis deux, puis trois, puis quatre, puisqu'en fait ils aimaient bien le produit, on s'était dit mais ça se trouve il y a quelque chose à faire. Et si on allait créer plusieurs farines nutritives, plusieurs farines à base de légumes et de plantes qu'on allait distribuer aux artisans boulangers. Et c'est là où on a créé vraiment notre première entreprise. Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Jamal, merci à toi de m'inviter. C'est un plaisir. Alors, j'ai regardé Vincent, tu as un diplôme d'ingénieur, tu as fait Ouais, des études en génie mécanique. ouais, Aujourd'hui, tu lances ta marque de pain nutritif. Est-ce que ouais. tu peux m'expliquer, parce que ça me fascine toujours de voir l'écart qu'il peut y avoir entre, nos formations. Moi aussi j'ai une formation d'ingénieur et en mécanique aussi, et aussi le métier qu'on fait aujourd'hui. Personnellement, je suis dans le monde de développement personnel. Toi, tu t'es lancé dans le pain nutritif. Est-ce que tu peux m'expliquer, tout d'abord, on va parler de cet écart après. Est-ce que d'abord, tu peux m'expliquer d'où te vient cette idée de pain nutritif? Alors l'histoire est assez longue. Bah, si tu veux, moi, si je reviens de ma formation, alors actuellement moi j'ai 26 ans et en fait je sors d'une école d'ingénieur. Et en fait avant ça, moi je j'ai jamais trop su ce que je voulais faire dans la vie. Donc j'ai eu un bac général, un bac S, et ensuite une fois qu'il fallait faire les études supérieures, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je suis parti sur des études techniques. J'ai fait génie mécanique et ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur. Et c'est là où il y a eu un peu la bascule, parce qu'en fait en école d'ingénieur j'ai rencontré mon associé et mon associé d'aujourd'hui de mon entreprise Bradley. Et en fait on avait vraiment deux passions communes, donc c'était mon ami, et on avait l'entrepreneuriat et on avait aussi le sport. Et on s'embêtait un peu, si tu veux, en école d'ingé, où voilà, moi j'ai toujours eu peut-être la frustration, j'ai toujours voulu peut-être aller en école de commerce ou faire quelque chose, un business. Et donc comme notre passion commune c'était l'entrepreneuriat et le sport, on s'est dit mais viens, on va monter une entreprise autour du sport. Et on a eu l'idée en fait de vendre des compléments alimentaires, parce que donc comme on aime le sport, on fait attention à notre santé, on fait attention à ce qu'on mange, et on s'est dit ben on va commencer par faire un site, quelque chose hyper simple, un site de e-commerce. Donc c'était pendant notre dernière année d'école d'ingénieur. Et j'ai vendu. Tu vois ce que c'est du chanvre ou pas? Oui, oui, oui. On a vendu en fait, on avait un site de e-commerce, on vendait de la farine et des graines de chanvre. Donc c'était un site de e-commerce qui s'appelait Hello Chanvre, et tout simplement on avait trouvé des fournisseurs en France, on avait brandé ça à notre marque et on avait commencé l'entrepreneuriat avec ce petit site de e-commerce. Et de fil en aiguille, on commençait à faire nos premiers revenus. C'était sympa, mais c'était petit. Et en fait, quand on a été diplômé, on a eu l'option soit de rentrer dans la vie active, soit l'option qui était de continuer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, le site de e-commerce était bien pour commencer, mais ça faisait pas des très très gros volumes. Et donc on s'est dit comment on pourrait implémenter en tout cas nos produits dans un milieu professionnel. Et donc en fait, on a pensé au milieu de la boulangerie et on s'est dit comment on pourrait intégrer nos farines de chanvre avec les farines blanches des boulangers. Et là, on a eu l'idée de créer en fait, enfin déjà d'aller voir des boulangers pour leur distribuer nos farines. Et en fait, quand on a vu qu'on en avait un, puis deux, puis trois, puis quatre, puisqu'en fait ils aimaient bien le produit, on s'était dit mais ça se trouve il y a quelque chose à faire. Et si on allait créer plusieurs farines nutritives, plusieurs farines à base de légumes et de plantes qu'on allait distribuer aux artisans boulangers. Et c'est là où on a créé vraiment notre première entreprise qui s'appelle Maison Wackles. Et en fait, pendant donc de 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 3 ans, on a distribué aujourd'hui un peu plus de 500. Alors je te la fais assez rapide, mais on pourra revenir dans les détails. Mais on a distribué à un peu plus de 500 artisans boulangers des farines de légumes. Et une fois que, donc il y a 6 mois, on s'était dit, on a bien, on a bien, on va dire, couvert ce besoin dans la partie artisanale au niveau des artisans boulangers. On s'est dit, on aimerait bien créer. Alors, excuse-moi, pardon, je vais juste revenir en arrière. J'ai oublié de préciser quelque chose. Notre mission à ce moment-là avec Maison Wackles, c'était de permettre aux artisans boulangers de créer un pain nutritif. Donc tout était autour de la nutrition, puisque
nos farines leur permettaient de communiquer sur un pain riche en fibres, riche en protéines, faible en sucre, etc. Parce Et que c'est donc on quoi le s'est dit, problème aujourd'hui avec la farine blanche qu'on peut trouver dans les boulangeries traditionnelles? ouais. En fait, nous, on était frustrés. Tu vois, en grande distribution, à chaque fois que tu retournes un paquet, tu vois les allégations nutritionnelles des produits, tu vois la teneur en fibres, en protéines, etc. Et nous, en fait, on était frustrés en boulangerie que, à part un pain au seigle ou un pain aux graines, tu vois, tu ne saches pas vraiment la, l'aspect nutritionnel de tes produits. Donc, en fait, on a voulu, avec des recettes très précises qu'on donnait aux artisans boulangers, leur dire, si tu fais cette recette-là, tu peux communiquer derrière sur un pain qui t'apporte 3 fois plus de fibres, 3 fois plus de protéines, qui est réduit en sel, faible en sucre, à faible indice glycémique, etc. Et donc c'était plutôt pour l'aider, c'était surtout pour aider le boulanger à innover en termes de sa gamme, d'avoir une gamme nutritive, d'avoir aussi en termes de couleur, de goût, c'est un produit complètement différent. Et donc en gros, pour venir sur la boîte d'aujourd'hui, c'est la jonction en fait, c'est qu'une fois qu'on a adressé cette partie-là qui était notre produit pour les artisans boulangers, on s'est dit qu'on aimerait bien aussi créer un pain nutritif, mais côté de l'industrie du pain de mie, parce que là, les problèmes sont encore plus larges. Un pain de mie blanc, ça contient des farines raffinées. Il y a plusieurs additifs avec des fermentations plutôt très très basses. Du coup, ça t'aide à moins bien digérer, ainsi de suite. Donc, on s'est dit, on allait créer le meilleur pain de mie, le meilleur, une gamme de pain de mie nutritif à base de nos farines de légumes et de plantes. Et donc, on a créé une nouvelle marque qui s'appelle Breadly. Et donc, on l'a lancée d'ailleurs depuis. Alors là, on est le 18 octobre quand on se parle, et donc on l'a lancée il y a 2 semaines. Et sous forme de, tu vois ce que c'est, donc sur Ulule, sous forme de crowdfunding. Oui. Donc le but c'est que les gens puissent en fait précommander nos produits en avant-première. Et nous, une fois que la campagne sera terminée, on pourra leur distribuer nos produits. Donc en gros, si je résume, je savais pas trop ce que je voulais faire en école, enfin jusqu'à l'école d'ingénieur. Et puis j'ai eu des opportunités avec mon associé de monter un business. Et puis de fil en aiguille, ça a commencé avec un site de e-commerce, puis la distribution de farine à des professionnels, et maintenant une marque pour les particuliers à D'accord. retrouver en grande distribution. Et ça, on est où aujourd'hui le site d'e-commerce? Est-ce qu'il est toujours en activité? Vous l'avez fermé? Qu'est-ce que vous en avez fait? Ah ouais, alors non, on l'a fermé. En fait, ça a duré 1 an. Pour te dire, on a dû. Je pense je connaissais vraiment rien à ce moment-là de l'entrepreneuriat. Je savais même pas comment faire de l'acquisition, comment faire des revenus. En fait, une fois qu'on est passé au stade où on vendait des farines aux artisans boulangers, donc 1 an après, déjà ça nous faisait des plus gros volumes, donc des plus gros revenus. Et en fait, on se dit, on sait pas du tout générer vraiment des revenus avec le site de e-commerce parce qu'on n'avait même pas utilisé de publicité ni rien. C'était vraiment que du bouche à oreille, d'aller sur les marchés, de vendre à nos amis, etc. Donc on a vite arrêté donc non, il est plus disponible et il a duré à peu près 1 an, mais en tout cas c'était top pour se lancer D'accord. dans une Et, première aventure. et le chanvre, pour les gens qui savent pas ce que c'est un produit qui était d'importation ou qui était Ouais, produit en France et il sert à quoi exactement? alors déjà le chanvre, ça vient en fait c'est une plante, c'est du cannabis, mais sans la partie psychotrope. C'est même un super aliment. Donc ça se retrouve sous plusieurs formes. Nous, on vendait du chanvre alimentaire, mais il y a aussi, en fait, avec cette plante-là, tu peux faire du textile, tu peux faire de l'alimentation, tu peux faire. Donc nous, on est parti sur de la vente de farine de chanvre, des graines de chanvre et de l'huile de chanvre, et on vendait ça sur notre site. Et en fait, on permettait aux particuliers de manger un peu plus sain en saupoudrant soit leur plat, leur dessert, etc. de graines de chanvre, d'huile de chanvre pour les salades, etc. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que la feuille, elle ressemble à la feuille de cannabis, mais c'est pas du tout pareil. Alors, en soi, c'est vraiment du cannabis. C'est-à-dire, mais c'est pas avec la partie psychotrope qu'on peut connaître. Il y a pas de THC si tu veux. D'accord. Donc c'est 100% nutritionnel. Voilà. Ça À marche. l'inverse. Donc vous avez fait ça, mais ça c'est normal hein, quand on se lance. Souvent, enfin, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, donc on tente des choses. Mais justement, c'est ce qui vous a permis de lancer votre marque aujourd'hui, d'avoir aussi appris des leçons de cette expérience-là. Et la deuxième partie, quand vous vous intéressiez au boulanger,
qu'est-ce qui vous a limité en fait dans cette partie-là? Est-ce que parce que le marché il est pas assez grand que vous vous êtes dit on va vendre des produits aux particuliers ou c'était juste pour avoir un autre produit? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à changer votre cible? Ouais. Déjà, euh, au niveau de notre mission, tu vois, nous, on veut, pardon, excuse-moi. Euh, au, au- Au niveau de notre mission, nous, on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent retrouver un pain au quotidien qui soit nutritif, que ça soit un pain que tu ailles retrouver en boulangerie ou que ça soit un pain que tu peux retrouver sous une forme un peu plus industrielle, tu vois. Donc déjà, nous, par rapport à notre mission qui était de proposer des pains nutritifs, on a adressé la partie artisanale, il fallait aussi qu'on adresse la partie industrielle. Aujourd'hui, il y a eu aussi certes la partie marché, c'est-à-dire qui a été pris en compte. Il y a 30 000 boulangeries en France. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 500. Si demain tu veux aussi viser, on va dire l'international ou en tout cas étendre, ça va être un peu plus compliqué parce qu'en France, alors même si tu as des entreprises des meuniers qui font des millions et voire des milliards, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais si tu veux même si tu veux internationaliser cela, la distribution de farine, c'est toujours plus compliqué qu'un produit fini. Déjà, juste même par rapport aux consommations, les Français consomment je veux dire, des baguettes, mais si tu vas en Europe, c'est pas le cas. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris le choix du pain de mie, parce que c'est un produit beaucoup plus facilement, on va dire, scalable, que tu le vendes en France ou à l'étranger. Déjà, c'est un produit fini, donc c'est beaucoup plus facile au niveau de la distribution. Et en plus de ça, même dans l'éducation, le pain de mie, c'est un produit qui se consomme vraiment énormément dans les pays anglo-saxons, donc un pays qu'on peut aussi plus facilement exporter. Donc il y a eu au début, c'était vraiment pour répondre à notre mission, d'étendre notre mission, d'avoir après la partie artisanale, d'avoir un produit industriel qui soit bon pour ta santé, et ensuite de se dire, tant mieux pour le marché qui aussi s'élargit. D'accord. Et à un moment donné, Vincent, vous êtes tous les deux avec ton cofondateur, vous êtes à la fin de votre cursus scolaire. Vous avez le choix entre continuer votre site là que vous faites chez vous dans votre chambre et d'avoir un CDI confortable dans une entreprise. J'imagine que tu as eu des propositions ou tu pouvais avoir des propositions. Il y a sûrement quelqu'un ou des personnes de votre famille qui ont essayé de vous dissuader de partir dans une direction ou de l'autre. Ouais, Comment tu as réussi soit à ne pas écouter ces voix-là, imaginons les voix qui te disaient choisis plutôt la sécurité, un CDI, comme ça pense à ta retraite, regarde tous les entrepreneurs qui se sont lancés, qui n'ont pas réussi. Comment tu as réussi à surmonter justement peut-être tes propres doutes et aussi les voix des autres personnes? yes. Ça a été un long dilemme. Enfin, en fait, si tu veux, au début, déjà, je savais toujours pas ce que je voulais faire même si j'avais monté au début ce petit business vraiment en école d'ingénieur, j'étais content d'avoir monté ma première entreprise. Mais tu vois, ça décollait pas. Donc pour moi, dans ma tête, c'était clair. Je finissais mon diplôme. Je savais pas ce que je voulais faire. Donc je crois que j'avais deux, trois options. La première, c'était de me dire, je sais pas ce que je faire, donc ce que je veux faire, donc je vais continuer avec un master spécialisé et cette fois-ci dans une école de commerce. Comme ça, je pourrais avoir la double casquette et je me disais bon. Déjà, j'avais toujours eu ce petit rêve de faire mon école de commerce. Je sais pas pourquoi, mais de me dire, je voulais faire une grande école de commerce, que ça soit en France ou à l'étranger, donc j'aurai mon double diplôme et je ferai à peu près ce que je veux plus tard. Ça, c'était la première option. La deuxième, c'était de me dire, bon, t'as fait le tour avec l'école, t'as un bac plus 5, va travailler à l'étranger, t'as toujours voulu voyager un peu comme tout le monde. Donc, je voulais partir en VIE. Un VIE, c'est tout simple, tu vois ce que c'est, Oui, oui. c'est de partir dans une boîte française à l'étranger, dans Mhm. un CDD de 1 à 2 ans. Et donc, deuxième option, c'est de faire un VIE. Et sachant que moi, pour info, quand j'étais en apprentissage, j'étais à Airbus, enfin dans une filiale d'Airbus, et j'étais en apprentissage et j'avais pu faire un stage à l'étranger, pardon, à Miami. Et j'avais adoré ce petit moment-là. C'était 3 mois, et j'avais potentiellement l'option de partir du coup en VIE, soit de continuer à Miami, soit ils avaient une filiale à Singapour. Donc j'avais ce choix qui était plutôt aussi sexy. Et le troisième qui était en fait venu vraiment à la fin, c'était ma copine de l'époque qui en fait au bout d'un moment m'a dit mais attends mais
alors je sais pas si c'est parce que je partais sur des sujets peut-être qui l'intéressaient pas, mais elle me disait surtout, attends, t'as une boîte là, tu vas pas la former, tu vas pas t'en arrêter là. Et en fait, j'avais jamais vraiment réfléchi comme ça, et je me suis posé, et avec mon associé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose, ou est-ce qu'on rentre tous les deux dans la vie active? Et donc, euh, et donc à ce moment-là, on s'est dit, écoute, en soi, on a un bac plus 5, on pourra toujours rebondir, faire ce qu'on veut. Et alors que c'était peut-être vraiment sur le papier le choix le moins sexy, parce qu'un VIE à l'étranger, une école de commerce aussi que je voulais faire à l'étranger, qui était dans une bonne école, ou alors ce site de e-commerce où je vendais très très peu de farine et des graines de chanvre, qui n'est pas du tout mon expertise de base. Mais voilà, on a choisi cette troisième option parce qu'en fait, ça a été super, au final rapide la décision. On s'est regardé avec mon associé, on s'est dit viens, on veut pas de regrets, on se lance, on verra ce qu'on peut faire. En plus, à ce moment-là, je crois qu'on commençait à faire un peu la bascule avec les artisans boulangers. On voyait qu'il y avait légèrement un peu plus de volume, donc voilà, on imaginait qu'on pouvait faire quelque chose, donc ça a été l'opportunité qu'on a décidé de saisir. Et donc voilà un peu comment ça s'est fait. D'accord. Et vous aviez déjà des revenus qui vous permettaient d'être un peu Non, plus non, non. tranquille, psychologiquement, ou c'était, Non, du coup, il y a ça aussi qui a joué. C'est vrai que c'est important, hein, quand on se lance. On a la chance en France d'avoir Pôle Emploi. Donc, comme j'étais en apprentissage pendant 3 ans, j'ai pu toucher pendant 2 ans Pôle Emploi. Mais bon, en apprentissage, je gagnais entre 800, 900 et 1000 euros la dernière année. Donc, le Pôle Emploi, bon, c'est quand même super, et je je crache pas dessus, mais j'ai dû toucher, je sais plus, 700 ou 800 euros pendant 2 ans. Donc, ça a été un peu le backup. Euh, je pense que quand même, bon, même sans Pôle emploi, j'aurais essayé, mais du coup, ça aurait été un peu plus complexe. Mais par contre, ce qu'on faisait avec Hello Chanvre à l'époque, c'était tellement ridicule les revenus ça nous permettait pas de vivre. ouais, mais c'est sûr, d'avoir des revenus, ça permet d'avoir, une certaine sérénité et de pas être stressé et de pas, prendre des raccourcis aussi. Aujourd'hui, tu documentes le lancement de ton entreprise. Comment t'es venue cette idée et qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui, le fait de documenter le processus de création d'entreprise? Ouais. Déjà, j'aime bien dire que quand tu lances un business, il faut comprendre déjà à quel jeu tu joues, et comment tu fais pour gagner à ce jeu-là, tu vois. Et du coup, ben, tu lances une marque B2C. Alors ça faisait 2 ans que j'étais dans le B2B, et là, je me dis, ok, je lance une marque B2C. Tu vas jouer un jeu auquel tu n'as jamais joué, et il faut que tu aies beaucoup de visibilité, il faut que tu sois reconnu parce qu'il faut que tu aies un bon branding. Et je me suis dit, la meilleure façon d'être reconnu, et en tout cas c'est tout simplement de parler de son projet. Il y a aussi un autre aspect qui était super important, c'est que comme on a lancé nos produits en précommande, la meilleure chose aussi pour créer une communauté et avoir un maximum de précommandes, c'était de parler de ton projet un maximum. Donc je me suis dit, quels sont les outils que j'ai à disposition, et aujourd'hui, c'est assez facile, hein. Sur LinkedIn, tu peux prendre la parole assez, en fait, ouais, facilement, gratuitement surtout. Et donc, en fait, je me suis aussi inspiré de ce que j'ai vu sur LinkedIn. Il y en a pas mal qui build in public en racontant tout simplement ce qu'ils font dans leur quotidien. Et donc, j'ai décidé voilà, de me lancer ce défi de documenter toute la préparation en amont de mon crowdfunding, et jusqu'à aujourd'hui maintenant. Et alors d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que ça va arrêter, ça va s'arrêter, mais voilà, je me suis dit, documente tout. Alors c'est pas non plus des objectifs de fou, puisque je me suis mis au début, c'était un post par semaine. Maintenant, je suis passé à 2 posts par semaine, et là, je vais augmenter la cadence en trois posts par semaine. Et tout simplement, je documente, voilà, quelle est ma stratégie, ce que je mets en place chaque semaine, quels sont mes leviers d'acquisition, pour avoir un maximum de précommandes, que ça soit de manière organique avec les médias, la presse, etc., que ça soit de manière payante avec toute la publicité, l'ADS, etc. Et puis, tu m'as demandé aussi comment ça m'aide, c'est ça, au Oui. quotidien. Qu'est-ce que ça t'apporte? Oui. Qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, d'un point de vue, euh, alors déjà, juste en termes de business, c'est sûr que ça m'apporte, parce que il y en a beaucoup qui aiment bien, je veux dire pas critiquer, mais tu sais, quand tu commences à t'exposer sur LinkedIn, ah, pourquoi tu parles, tu fais l'influenceur, ainsi de suite. Moi, le premier, j'avais pas envie de me lancer sur LinkedIn, parce que je voulais pas commencer à prendre la parole sur un sujet où j'étais pas forcément expert, et t'as pas envie d'être un imposteur, et ainsi de suite. Donc
Donc j'ai eu un peu de mal, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apporte tout simplement c'est que au final j'ai fait ça, de faire entre guillemets l'influenceur, mais ça marche. J'ai plein d'enseignes, que ce soit des acheteurs ou des directeurs de magasins qui m'ont contacté. J'ai aussi des plein de restaurateurs qui m'ont contacté parce que mes produits, ça sert aussi à des restaurateurs qui veulent remplacer des clubs sandwich, qui veulent en fait partout où tu retrouves le pain de mie, que ce soit des clubs sandwich, des brunchs, des croque-monsieur et ainsi de suite. Et j'ai plein alors là, je ne vais pas encore citer les noms parce qu'on c'est pas encore fait, mais j'ai des très gros restaurateurs qui ont une quarantaine, cinquantaine de restaurants qui m'ont simplement contacté parce qu'ils ont vu le travail et la communication que je faisais sur LinkedIn. Donc concrètement, ça marche. J'ai eu du business qui est rentré. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que pendant 2 ans, 3 ans avec Maison Wacols, quand je distribuais mes farines aux artisans boulangers, je faisais ce qu'on appelle de l'outbound. Donc, j'allais à 100%, à 99%, c'est moi qui allais chercher mes clients. Tous mes leviers d'acquisition, c'était calling, mailing, ce que tu veux en termes d'automatisation, mais c'est moi qui allais les chercher. Et là, pour la première fois, avec Bradley, j'ai communiqué pendant 3 mois et c'est incroyable à 100%. J'ai fait que de l'outbound et j'ai jamais eu autant d'aussi beaux prospects que ce que j'ai eu en 3 ans d'outbound. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Tout simplement de la visibilité, de la crédibilité, des potentiels clients et pour aussi là, alors je l'ai pas traqué super bien, mais pour l'instant sur ma campagne, tu vois, j'ai eu 200, un peu plus de 200 précommandes et j'en suis sûr que un quart, ça doit être au moins de LinkedIn. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est que en crowdfunding, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont participer sur un site et ensuite vous allez leur envoyer le produit une fois qu'il sera fini. Et votre but, j'imagine, votre but ultime, c'est de vous retrouver dans les grandes surfaces. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas trop bien détaillé au début. Nous, notre objectif avec Bradley, c'est d'être distribué en grande distribution pour 2024. Donc, la grande distribution, tu proposes tes produits à des acheteurs. Les acheteurs, pendant leur négo, ils regardent si oui ou non c'est un intérêt d'être mis dans leur rayon. Et ensuite, tu es distribué. Alors, soit un par un au début, tu vas avoir des indépendants et qui sont en fait les directeurs de chaque magasin. Ils prennent tes produits. Soit tu vas avoir des acheteurs, eux, qui te référencent sur des centrales et d'un coup, ils te mettent sur 200, 300 magasins des enseignes. Et donc, notre objectif, c'est d'être référencé avec ces enseignes-là. Par contre, en amont, on s'est dit, vu que le produit n'était pas prêt, et vu qu'on avait envie de communiquer dessus, on s'est dit la stratégie, c'est qu'on va communiquer un max pendant 6 mois sur nos produits. On va sortir en faisant la campagne de crowdfunding. Je dis 6 mois parce qu'en gros, la campagne, elle dure un mois. Là, c'est tout le mois d'octobre et mi-octobre, mi-novembre. Mais en gros, les 5 mois de building public en amont, ça a été la communication. Ça nous laisse le temps de créer le produit, de le peaufiner, de faire des allers-retours en termes de R&D. Et une fois que la campagne sera finie, là, fin novembre, ben là, on va espérer ensuite rentrer le plus rapidement possible en grande distribution. Ça sera au début avec des enseignes, des indépendants, puisque là, tu peux, on va dire, toquer à leur porte et aller vendre tes produits. Mais par contre, si demain on veut être distribué en masse, il faudra passer par des acheteurs et les temps de référencement sont un peu plus longs. Donc, voilà. Et aussi, en attendant la stratégie, c'est qu'en attendant les référencements de la grande distribution, on va, comme je te disais, les restaurateurs, en fait, la CHR, tous les cafés, hôtels, restaurants, tu peux aller les voir en direct. Et comme les indépendants, en fait, de leur dire, ben, regardez ce qu'on propose et commencer à faire travailler en direct avec eux. Voilà. D'accord. Juste pour revenir à ce que tu disais sur, LinkedIn, le fait de publier du contenu et d'avoir des personnes qui critiquent, ça c'est tout le temps en fait, peu importe ce que tu publies, même si tu publies juste un post où tu dis bonjour, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui sera peut-être énervé ce jour-là ou qui sera irrité et qui va commenter quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu documentes ce que tu fais. C'est-à-dire que pour toi, d'un point de vue création de contenu, c'est un, ça te permet de prendre du recul, et deux, c'est 100% gratuit. Tu te poses devant un PC, enfin, c'est pas gratuit parce que ça te consomme de l'énergie et du temps, mais ça, moi, pendant très longtemps, j'étais contre. Enfin, moi, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux et je pense que ça se voit parce que je publie pas énormément sur les réseaux sociaux. C'est paradoxal pour quelqu'un qui publie des vidéos sur YouTube, mais je suis pas un grand fan. Mais par contre, je vois l'utilité d'utiliser les réseaux sociaux quand c'est pour une fin bien ciblée, soit de faire parler enfin de parler de ton produit, soit pour trouver des personnes avec qui bah, tu peux échanger ou des personnes qui partagent un contenu qui est vraiment ciblé. Et ça, moi, j'insiste là-dessus parce que je dis souvent qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux et même moi, ça peut étonner beaucoup de personnes qui vont entendre ça. Je n'ai pas les applications sur mon portable, je ne regarde pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Mais par contre, j'ai une utilisation bien ciblée. Donc, si il y a des personnes comme toi, Vincent, qui utilisent les réseaux sociaux dans un but bien précis, dans ce cas, c'est tout Oui. bénef, parce que tu le fais avec une intention bien claire. Après, des personnes qui vont critiquer, il y en aura toujours, c'est malheureux, mais il y aura toujours des personnes qui vont critiquer. Et comme tu l'as dit, ce qui est super cool aussi, c'est que ça permet quand tu es face à ton ordinateur et que tu dois commencer à rédiger, ça permet de structurer tes idées, tes pensées, euh, de aussi, tu as des concepts que tu as envie d'expliquer. Parfois, c'est pas si simple et de le poser comme ça, de le déconstruire, ça te permet, même moi, de prendre conscience de ce que je suis en train de faire, parfois de ma stratégie. Et alors, j'ai pas d'idée précise, mais parfois, il y a des stratégies ou des changements de direction que j'ai fait parce que je me suis posé, j'ai déconstruit un problème, et donc voilà, ça te permet aussi, comme tu as dit, de prendre du recul sur certaines situations. Ouais, parce que ça te permet, en fait, quand tu expliques quelque chose et en plus de ça, tu l'écris, le fait d'écrire, en fait, c'est pas la même, ça fait pas appel au même, c'est partie, pas vraiment partie de notre cerveau, mais de notre façon de raisonner, ce qui permet, en fait, de clarifier certaines choses. Moi, c'est un conseil, c'est un exercice que je donne souvent. Quand les gens, soit ils sont dans le flou, soit ils sont dans la confusion, je dis, prends une feuille, un stylo. Ah, moi, je suis un peu old school, je suis encore à la feuille au stylo. Et en fait, je prends vraiment mon stylo et ma feuille et j'écris. Et ça permet de clarifier tes pensées, de structurer tes pensées, et ça a été prouvé scientifiquement. Maintenant, pour les personnes qui nous écoutent, ils disent, OK, il a un diplôme d'ingénieur, en mécanique en plus, là, il fait Ouais. du pain. Comment est-ce qu'il y a un livre qui existe qui explique comment faire du pain de mie? Comment vous vous êtes pris en fait justement pour cette partie déjà R&D, recherche et Ouais. développement? Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube qui expliquent comment lancer une marque de pain de mie? Comment vous vous êtes pris? Bonne question. Déjà, moi, il faut savoir quelque chose, c'est que en général, je suis quelqu'un de hyper curieux, curieux et passionné par n'importe quoi. Donc, quand il y a un sujet, encore plus aujourd'hui, hein, on est en 2023, il y a pas grand-chose aujourd'hui. Enfin, ce que j'aime bien dire, c'est que quand je recrute quelqu'un, tu vois, on n'a pas envoyé des fusées sur la Lune. Donc, ce que j'ai appris, ce que je vais apprendre aux personnes qui rentrent dans mon entreprise, c'est pas compliqué. C'est juste de la détermination, et après, bon, certes de la passion, mais donc voilà, déjà, c'est pas quelque chose de très compliqué. Maintenant, comment on a fait concrètement? Ben, tu vois, quand on distribuait je vais te le faire étape par étape. Quand on distribuait des farines qu'on vendait en ligne avec l'entreprise Hello Chanvre, que ce soit des farines, des graines ou de l'huile de chanvre, ben on se disait, attends, déjà, quand on va les distribuer aux artisans boulangers, ça n'a pas été les artisans boulangers directement. On s'est dit, qui pourrait consommer de la farine, l'huile, des graines de chanvre, de chanvre. On a vu plusieurs types de professionnels. Et en fait, quand on est arrivé avec des artisans boulangers, on leur a un peu donné les produits bruts. On a essayé de se rapprocher avec eux, de comprendre comment ils font. En fait, si tu veux, on a commencé à travailler avec eux et comprendre petit à petit comment ils travaillaient. Et on a dû comprendre comment apprendre à faire, comment tu fais du pain, et ainsi de suite. Mais par contre, une fois qu'on a eu vraiment la mission de se dire on veut créer des farines nutritives pour créer un pain nutritif, là on s'est dit ok, il faut vraiment creuser le sujet. Déjà, moi, sur la partie organisation, c'est plutôt mon associé qui s'est chargé de la partie R&D, et moi, je suis plutôt sur la partie vente, communication. Mais par contre, pour la partie R&D, comment ça s'est passé? On est parti en fait d'un besoin. On voulait communiquer sur des produits qui soient riches en fibres, riches en protéines, faibles en sucre, etc. Ensuite, c'est pas très compliqué. Tu veux un produit, par exemple, riche en protéines. Tu vas sur Google et tu fais une liste de tous les ingrédients, mais de forme brute, hein, pas en farine, hein, de tous les ingrédients qui sont hyper protéinés. Une fois que c'est fait, donc la protéine de riz, tu regardes toutes les allégations en fait que tu vas obtenir. Donc, nous, on avait du guarana, on avait de la protéine de riz, du curcuma, ainsi de suite. Donc, tu utilises tous tes ingrédients. Et ensuite, on a tout simplement acheté tous ces échantillons, mais sous forme de poudre. Parce que forcément, nous, dans notre business avec les boulangers, il fallait que ça s'incorpore avec la farine blanche des boulangers. Et donc, en fait, ça n'a pas été compliqué. Mon associé Collins, c'était chez nous. Alors, faut savoir que quand on s'est lancé, euh, euh, avant, en fait, notre école d'ingénieur, nous, elle était en Angoulême, entre Angoulême et Toulouse. Et par contre, quand on s'est lancé, on est allé à Paris. Et mon associé habite à Sarcelles, donc on était en coloc. Et en fait, pendant les 6 premiers mois, en fait, tous les jours, il a un petit four, et tous les jours, il faisait du pain avec. Donc, il suivait les recettes.
Oui, donc au lieu de mettre 100% de farine blanche, ils mettaient par exemple 80% de farine de farine blanche et à côté ils rajoutaient en fait 10, 15, 20%. Donc en fait on faisait des formulations, on faisait des tests de farine de pois chiches, de chanvre, de curcuma, etc., etc. Et en fait tous les jours on avait une matrice où on goûtait des produits tous les jours, on faisait des formulations et c'était une matrice entre goût, couleur et nutrition. Donc en gros, vu qu'on voulait avoir certaines allégations, tu devais mettre un certain pourcentage, par exemple, d'un produit hyper protéiné. Mais comme tu voulais un produit, par exemple, qui était jaune, ben on a dû rajouter du curcuma pour avoir cette couleur jaune. Et ensuite, tu veux aussi alors c'est aussi toute la difficulté, c'est que tu dois jongler entre le goût, la couleur et la nutrition. Donc petit à petit, euh, en fait, ça a été, alors qu'on n'y connaissait rien, formulé au quotidien, formulé des recettes à base de nos recettes qu'on a créées. En parallèle, on a fait des stages chez des meuniers qui proposaient des stages pour apprendre. Alors c'était en gros un CAP de la boulangerie accélérée. Donc pendant plusieurs jours, en fait, on apprenait à faire du pain. Et en fait, on se servait de ces connaissances-là qu'on appliquait pour formuler nos produits. Une fois que nous, on formulait nos produits en interne, si tu veux, on commandait nos différentes farines de légumes, qu'on ensuite on envoyait à des vrais artisans boulangers. On leur dit regardez, voici la recette qu'on a établie, maintenant faites-le. En fait, on le faisait avec un professionnel et on voyait si c'était bon. Et une fois que c'était fait, on prenait le pain du boulanger et on allait le donner en fait à des laboratoires avec qui on bosse. C'était des agences externes et en fait on allait calculer la valeur nutritionnelle de nos produits. Donc si tu veux, pour résumer, ça a été voilà de travailler sur le tas, d'apprendre déjà comment tu fais du pain, de formuler suivant tes besoins. On le formulait en interne, on donnait ça ensuite à des professionnels et ensuite on le faisait analyser en laboratoire. Je sais pas Comment si tu... c'est assez Si, si, clair. si, c'est très clair. Et comment tu arrivais à convaincre les boulangers de tester ta formule? Euh, ben alors, en fait, déjà, c'est pas très compliqué. Au début, il te faut des boulangers. Donc, déjà, tu regardes autour de toi. Donc, nous, on était à Paris. Tu fais du porte-à-porte. Et en fait, euh, on, on avait trouvé à force de faire des porte-à-porte, quelqu'un qui, en fait, adorait notre projet. Et à ce moment-là, tout simplement, il s'est dit, ben, moi, je vais vous aider. Boulangerie Maher à Saint-Denis et ça a été notre tout premier client et à ce moment-là ben, ce chef boulanger il nous a dit vous venez quand vous voulez chez moi. C'était un peu on appelle ça dans le milieu un démonstrateur. C'est celui à qui en fait tu peux lui donner tous tes produits, tes farines, etc. Il va même par exemple dans une autre boulangerie pour montrer aux autres boulangers en fait, c'est d'où le mot démonstrateur, comment utiliser nos produits. Donc en fait tout simplement, c'était la rencontre de plusieurs boulangers qui fait qu'au fur et à mesure, on s'est fait notre petit réseau. Et puis après, je dis pas que je dis pas que c'est pas compliqué, mais tu vois, quand on s'est fait nos petites brochures, que ce soit en emailing ou que ce soit nos flyers, quand tu arrives à un produit qui est totalement nouveau, où tu apportes de l'innovation, il faut pas oublier que les boulangers, eux, ça fait des années qu'ils travaillent avec des meuniers, ou ils travaillent avec un produit qui est ultra classique, la farine blanche. Parfois, eux, on va dire, le plus sexy qu'ils aient, c'est peut-être parfois travailler un pain au seigle ou on va dire un produit qui est à base de graines. Mais quand tu lui dis que voilà, moi j'arrive avec un pain où ça va te donner de la couleur, ça, on va augmenter l'aspect nutritionnel de tes produits. Moi, pour tes clients, on va pouvoir communiquer de cette façon, cette façon. En fait, lui, il se dit, mais super, dans ma boulangerie, je vais pouvoir, tu vois, si c'est bien amené, c'est de lui montrer la proposition de valeur que voilà, dans sa boulangerie, on va pouvoir lui, un peu, on va dire, monter un peu plus sa gamme on va dire une gamme un peu plus premium, pardon. Et donc voilà, donc c'était pas très compliqué de leur montrer la valeur perçue de nos produits. Et ensuite, ben, forcément, ben, quand tu fais beaucoup de volume, parce qu'on a tapé des milliers de boulangers, forcément, il y en a qui sont toujours plus investis pour t'accompagner. Et donc voilà. C'est sûr. Bah, ça, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui associe l'ingéniosité, c'est-à-dire quelqu'un qui va trouver des solutions dans un domaine enfin, où il n'y avait pas vraiment de chemin déjà tracé, et la persévérance. Et quand on continue à frapper à des portes, on continue à frapper, à un moment ou à un autre, il y a une porte qui finit par s'ouvrir. Toi, tu t'occupes de la partie commerciale, ça j'ai bien compris que depuis Ouais, toujours, tu voulais faire une école de commerce. Collins, c'est ça, hein, ton cofondateur. ouais, Collins, ouais. Lui, il gère la partie R&D. Ouais. Comment vous vous êtes répartis les tâches? Est-ce que c'est venu naturellement parce que lui, il adore cuisiner? Comment vous vous êtes répartis les tâches? Ouais, franchement, alors déjà non, il adore pas particulièrement cuisiner. En fait, ça a été super facile, c'est que
moi, il avait très bien compris que voilà, moi, ce que je voulais faire, c'était du business, c'était vendre, c'était voilà, mettre le doigt sur comment on va trouver des clients, comment on fait du bruit, comment on automatise certaines choses. Un peu, après, c'est après en fait que j'ai appris tout ce qui était un peu le gros hacking. Et donc, quand on se répartissait les tâches, au début, quand il fallait commencer, déjà, il faut un produit. Et moi, donc, ça a été assez simplement qu'il s'est dit, OK, moi, je vais mettre sur la partie R&D. Lui, il faut savoir que en apprentissage, en école d'ingé, il était chez Martel. Donc, il était déjà dans les vins et spiritueux. Il était un peu déjà dans le côté alimentaire, agro, voilà. Et lui, son père, il est entrepreneur. Alors, mon associé est camerounais et enfin, il est français mais d'origine, excuse-moi, camerounaise. Et son père vit toujours au Cameroun et il a plusieurs entreprises, dont une entreprise de torréfaction de café. Et il a aussi plusieurs champs, etc. Donc tu vois ce côté food, agro, il a toujours eu, il est né dedans, tout ce qui est la logistique, les productions avec l'usine de son père. Donc en fait, quand il fallait chercher des boulangers, je lui ai dit t'inquiète, je vais y aller. Et quand il fallait formuler les produits, il me dit ok, normalement c'est moi le plus doué des deux. Donc voilà, assez rapidement, on s'est réparti un peu les tâches comme ça. Et encore aujourd'hui, il s'occupe à 100% de la partie formulation, produit, logistique, appro, donc toute cette partie-là. Et moi, c'est la partie grosse, enfin marketing, communication, vente, ainsi de suite. D'accord. Parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle. On vous voit quand même tous les deux. Parfois, on voit Collins aussi sur les vidéos. Ouais. Mais quand on parle, imaginons de Microsoft, on parle souvent de Bill Gates, mais on oublie de parler de Paul Allen qui était là et qui a participé en fait à la création de l'entreprise. Même quand on parle de Steve Jobs avec Wozniak qui était aussi avec lui, il y a toujours en fait quelqu'un qui est plus une personne de l'ombre et une personne qui est plus médiatisée. D'ailleurs, Warren Buffett, on parle souvent de Warren Buffett, mais on parle pas souvent de son partenaire qui est Charlie Munger, qui est aussi dans l'ombre, mais qui est toujours été là. Ouais, ouais. C'est ça. Mais forcément, moi, je prends le plus la parole sur. D'ailleurs, moi, je l'embête sur ça parce que dans notre objectif de faire de la communication, donc via le building public, moi, je passe maintenant à 3 posts par semaine et parfois, je lui mets des petits coups en mode, allez, à toi de communiquer, un puis deux parce que c'est super important. Mais encore, ça va. Il communique quand même pas mal dessus, mais en tout cas, voilà, au jour le jour, c'est sûr, c'est moi qui fais la partie de vente. Après, c'est une question de personnalité. Il y en a qui aiment bien s'exposer, il y en a qui aiment bien justement cette lumière, qui sont plus à l'aise, il y en a qui préfèrent rester dans l'ombre et faire leur petite tambouille. Et si tu disais que tu faisais beaucoup de prospection téléphonique, j'imagine que tu as reçu beaucoup de rejets parce que Ouais, ouais, prospection téléphonique, c'est quand même beaucoup de rejets. Comment tu arrivais à rester positif et à continuer à reprendre le téléphone et d'appeler d'autres personnes? Comment tu arrivais à garder ouais. un état d'esprit positif? Ben, alors ça a été très dur. Moi, il faut savoir que je suis quand même quelqu'un de, je sais pas si ça se voit ou pas, mais moi, je suis plutôt quelqu'un de stressé, tu vois. Donc, appeler des gens au téléphone, même ça me fait penser à chaque fois au tout début de l'entreprise quand je devais pitcher, mais même pas forcément pitcher sur une radio ou quoi que ce soit, mais juste pitcher à quelqu'un et tout. Je suis toujours un peu du mal à m'exprimer. Alors, et j'ai un peu retrouvé ce problème-là au début où je te promets que quand j'appelais, en fait, déjà, c'est pas compliqué. Au début, tu te fais une liste, tu as tes milliers de lignes à appeler et tu commences à faire appeler les boulangers parce qu'on pouvait pas se déplacer partout en France. Et mes premiers appels, j'avais un peu cette boule au ventre ou même quand je savais pas quoi dire et tout. Donc, déjà, ça n'a pas été facile de commencer. Et la finalité, c'est que quand tu fais 1000 fois, enfin, à la fin, je dis pas que c'était un jeu d'enfant, mais c'est tellement, voilà, il y avait aucun souci à la fin. Et donc, comment ça s'est passé? Ben, en fait, au début, j'ai fait donc du scrapping, c'est-à-dire que j'ai extrait toutes les boulangeries de France de Google Maps sur une base de données. Donc, à la fin, c'était très très militaire, hein, tu vas comprendre, mais en gros, je me suis buté ou je me suis donné un objectif. C'était pendant une semaine, je me suis démerdé, excuse-moi, mais en gros à scraper toutes les boulangeries de France. Au début, c'était juste le nom des boulangeries avec les numéros de téléphone et ensuite je commençais à enrichir avec des mails, les adresses, ainsi de suite. Et une fois que tu as ta liste, alors pas besoin d'en avoir 30 000, hein, mais moi j'avais la liste des 30 000 boulangeries de France. Je tapais ensuite ma strat, c'était par pas par arrondissement, mais par, euh, par région. Et forcément, ben, moi j'étais à Paris, donc au début je faisais par arrondissement pour ensuite aller les voir plus facilement. Et donc, quand j'appelais, je me mettais des sessions en général de 3-4 heures, pas parfois d'affilée parce que c'est vite fatigant. Et en fait,
au début, j'allais au feeling, et puis petit à petit, en fait, j'utilise en fait Notion, c'est un outil de productivité où tu peux écrire. Et donc en fait, c'était un peu ma bible, où en fait j'écrivais j'avais les 7-8 étapes entre le première étape, tu vas parler au premier barrage qui est en fait la secrétaire, ou la vendeuse en boulangerie. Je mettais tous les scripts que je pouvais avoir, toutes les négations que je pouvais avoir. Je faisais ça ensuite sur l'étape d'après, l'étape 2, 3, 4 qui était ensuite avec le comment avoir le boulanger. Ensuite, s'il est OK ou pas OK, qu'est-ce que je dis? Bref, j'avais tout mon process, toutes mes phrases. Et ce qui faisait que derrière, quand moi je recrutais des gens, j'avais mon process qui était hyper carré sur vraiment tous les scripts. J'allais même encore plus loin, c'est que je me filmais ou je mettais les audios. Donc, tu avais les audios, les lives. Et donc, tu vois, j'étais vraiment armé. Mais après, sinon, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais comment j'ai fait, c'était vraiment au début, voilà, scraper un maximum de boulangeries et ensuite les appeler une par une et au fur et à mesure, ben, tu améliores ton discours commercial, tu améliores aussi, c'est super important parce qu'il n'y a pas que le calling, c'est aussi t'améliores toute la relation client. Et donc là, j'ai appris à travailler avec un CRM. Au début, je faisais tout sur Excel, mais ensuite, quand tu as des milliers de clients, ben, tu te mets sur de prospects, tu te mets sur un CRM et ça t'aide à automatiser, à envoyer tes mails, tes brochures, et ainsi tes grilles de prix, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Un CRM, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un logiciel qui te permet de lister tous tes clients. Je pense que c'est Customer Relation Manager, un truc dans le genre, Ouais, c'est qui te ça. permet de lister tous tes clients et d'avoir la relation. Tu peux rajouter des notes, tu peux rajouter des adresses mail, des numéros de téléphone. Mais je pense que moi, je te demandais comment tu restes positif après avoir Ah oui, reçu des excuse-moi. Ouais, rejets. Donc, ouais, j'imagine, est-ce que tu l'as fait juste parce que tu avais une structure ouais. et donc en fait tu passais en mode machine, c'est-à-dire il faut que j'exécute en mode robot, ou est-ce que tu avais d'autres stratégies pour rester positif? Ouais, c'est vrai que je t'ai pas répondu à cette partie-là. J'étais parti plutôt dans la partie process. Il y a pas trop de sujets. Comme je te disais, il y avait Collins. En fait, on était donc en coloc. Il y avait 2 étages, enfin un étage. Lui, au rez-de-chaussée, il faisait les pains. Donc moi, je sentais en plus l'odeur des pains et tout. En fait, il essayait toutes les formulations, tu vois. Et moi, j'étais à l'étage et je faisais que passer des coups de téléphone. Et moi, il y avait pas de sujet. C'est que le soir, je devais lui dire. En gros, je vendais un produit qui n'existait pas. J'étais là, j'expliquais, regardez, on a des farines de légumes, voici ce que ça va vous apporter, etc. Et moi, mon objectif, c'était de dire à Collins, en fait, est-ce qu'on va continuer à faire ça? Parce que je t'avoue que les 3-4 premiers mois, on n'avait pas les produits. À tout moment, en plus, moi, je me suis lancé en 2020. En fait, j'étais diplômé fin 2019. Et 2-3 mois après, 2020, tu avais le Covid. Et donc moi, quand je commençais à faire mes appels à blanc et que je suis revenu à Bordeaux chez mes parents et que je continue à faire mes appels, bah, c'était limite, si les appels ils étaient pas concluants, ben en fait je repars en VIE ou en tout cas mes projets que je t'avais dit juste en amont. Donc mon objectif c'était pour garder en fait pour garder enfin le côté dynamique, etc. C'est qu'il y avait pas de sujet en fait. Je devais juste en fait faire un maximum d'appels possible, donner les feedbacks à mon associé le soir, et après au final comme ça se passait bien, c'est un peu comme une dopamine. Euh, Moi le produit il n'était pas créé, j'avais un client puis deux puis enfin qui me disait ok pour avoir le produit. Je créais même des factures en disant ben je te facture mais le produit arrivera dans 3 mois, etc. Donc en fait c'est les résultats arrivent plutôt assez vite parce que sur une journée, je faisais au moins 100 appels. Euh, j'avais à peu près 30% de personnes intéressées, donc que je mettais ensuite dans le CRM, voilà. Et sur ces 30%, j'avais encore 20 à 30% qui passaient clients. Donc la totalité, ça faisait sur les 100, j'avais à peu près une conversion entre 2 et 3% de clients. Donc tu vois, par jour, le soir, je disais à Collins, voilà, j'ai eu 2-3 clients et c'est des paniers moyens de 300 euros. Donc ben, tu vois, plus tu avances, plus ça fait du chiffre. Et pour te dire, la première année, on a fait, je sais plus, attends exactement, je crois que c'était 160, je sais plus si c'était 170 000 ou 200 ou 250 000, je sais plus exactement de chiffre d'affaires. Et je les ai fait quasiment tout seul, les 80%, à faire que du téléphone. Donc c'est juste pour montrer que, en fait, c'était vraiment le côté dopamine où à chaque fois, en fait, tu t'améliores aussi. Il y avait ce côté un peu aussi gross marketing un peu que j'avais mais avec le CRM, d'essayer à chaque fois de trouver et de comprendre les automatisations, de poser ton process, de comment je pouvais le raccourcir, où est-ce que je pouvais gagner du temps. Et donc, en fait, j'étais vraiment pris dans ce jeu, donc j'ai jamais été vraiment, si tu veux, déçu.
et en perte, on va dire, de je sais plus, excuse-moi le mot que tu avais utilisé tout à l'heure, mais voilà, j'ai Pour toujours rester eu, positif. voilà, j'ai toujours été resté positif parce que en tout cas, ça faisait qu'augmenter petit à petit, quoi. D'accord, il y avait les résultats qui suivaient et ça, c'est intéressant. En fait, je te pose la question, ça peut être dans la prospection téléphonique ou ça peut être dans l'emailing ou ça peut être juste dans la création de sites d'e-commerce. Euh, Là, on parle de cas bien précis, on parle de temps cas bien précis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, le processus, c'est l'état d'esprit. Et ça, on peut prendre ce que toi tu as fait, on peut très bien le donner à un sportif qui veut se lancer dans un sport ou à un entrepreneur ou un étudiant et les processus vont rester les mêmes. Là, tu parles d'ingéniosité, tu parles de faire du scrapping, c'est-à-dire que tu vas aller chercher les adresses mail, tu vises aussi le nombre. Et ça Ouais. c'est quelque chose d'intéressant parce que si tu contactes 10 boulangeries, forcément, si tu vas avoir, je pense 30% de taux de réponse, tu vas avoir 3 boulangeries qui vont répondre. En plus de ça, tu m'as dit que c'est 20% sur les 30%, donc tu Ouais, risques d'avoir peut-être les, une ou deux personnes. Donc en les, fait, l'idée, ce que tu dis, en fait, c'est de viser le nombre, de toquer à plein de portes, et à un moment donné, ça finit par s'ouvrir. ouais, ouais, il faut vraiment pas avoir peur du non. La motivation, c'est vrai que, ben, c'est vrai que quand alors parfois il y a des journées où tu fais d'un coup, tu fais 4, 5 clients et il y a parfois pendant 2 ou 3 jours et on n'avait pas de vente et c'est ce qui a ensuite arrivé aussi avec les recrutements qu'on a eu. C'était parfois il y avait des pertes de motivation parce que c'est dur hein, quand même quand tu t'enchaînes des centaines et des centaines de calls tous les jours et qu'en fait t'as que ça à faire que du calling. C'est pas facile et c'est pour ça que tu essayes aussi que ce soit pour les équipes ou pour moi, mais en fait de mettre des jeux en avant. Tu vois, c'est tout bête, mais quand tu commences, parfois, pour me donner aussi un peu de motivation, je faisais ça quand on n'avait pas encore recruté avec mon associé. Et tu te donnes une zone et tu te dis, ok, celui qui arrive à en avoir voilà, le plus de ventes ou au moins le plus de conversions possible. Mais voilà, après, c'est peut-être plus facile à faire parce que c'est mon entreprise et que je suis déterminé que peut-être quand tu es employé. Mais, euh, ouais, peut-être plus tard, si j'ai des idées, dans notre conversation, je te dirai, mais pour essayer de te donner un peu ce qui m'a fait cette motivation. Mais là, pour l'instant, c'est juste le fait que c'était mon entreprise, que j'étais motivé et que surtout, il fallait que ça avance. Sinon, le projet allait se terminer, quoi. Ouais, le fait de ne pas avoir le choix, ça me fait penser au film À la recherche du bonheur avec Will Smith. Je sais pas si tu l'as vu. À un moment donné, il dépose son fils à la garderie. Il faut qu'il aille le chercher à une heure bien précise. Et lui, il fait de la prospection. C'était pour vendre des produits financiers à des personnes très fortunées. Et donc, ce que lui, il faisait, en fait, pour faire la prospection, déjà, il avait un téléphone, il raccrochait, enfin, il posait jamais tu vois, l'appareil, il passait les numéros de téléphone de façon non-stop, et en plus de ça, il buvait pas d'eau, donc il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, donc c'était vraiment à la chaîne. Moi aussi, à un moment donné, j'ai fait de la prospection téléphonique pour participer à des conférences, et je te cache pas que moi, je suis quelqu'un de plutôt introverti, donc ça me demandait un effort énorme, et moi, ma stratégie, c'était juste d'avoir un nombre j'ai fait comme toi, j'ai listé toutes les universités en Australie, parce que je vivais en Australie à l'époque, et mon but, c'était de contacter un maximum, en fait, sur ma liste, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et donc, je me laissais pas le choix. Je me disais, tu ne sors pas du bureau tant que tu n'as pas téléphoné à toutes ces universités-là. Et en fait, l'idée, c'est de rendre ça comme un jeu. Parce que si tu vois ça comme une punition ou comme quelque chose de pénible, et même tu parlais des personnes, que ce soit les secrétaires ou que ce soit les assistants, etc. Si tu vois que ces personnes-là comme des personnes qui vont t'empêcher de faire ton travail, forcément, tu vas avoir une énergie négative. Alors que moi, je voyais ces personnes-là comme des partenaires. Et je me dis, en fait, il faut gagner leur respect, il faut gagner leur confiance pour atteindre ton Et, objectif. et ce qui est super important, c'est que tu as employé le mot de prendre ça comme un jeu. Et en fait, moi, j'avais l'impression que le jeu, il évolue à chaque fois parce que n'importe quel appel était différent. Et moi, je disais toujours à mes vendeurs, bon, au début, quand tu arrives dans l'entreprise, tu apprends par cœur le script si tu veux, mais au bout d'un moment, je dis pas qu'il faut y aller au talent, mais c'est bon, tu l'as fait 10 000 fois, tu sais quel produit tu vas vendre. Et moi, n'importe quel appel était différent. Différent, moi, dans ma manière de pitcher. Peut-être surtout de rebondir parce que bon, peut-être les premières phrases d'introduction sont identiques. Mais par contre, le jeu il évoluait parce que à chaque appel, j'avais un persona différent, que ce soit le vendeur ou le gérant. Les réponses étaient différentes. Donc en fait, à chaque fois, constamment, tu raccroches, tu commences à enrichir ta base de données avec des réponses différentes, tu te poses. Et donc, en fait, ça doit pas, la motivation, elle doit pas
si tu perds ta motivation au bout des premières semaines, c'est pas normal parce que normalement, en fait, tu dois constamment trouver des évolutions. Si au bout d'1 an, comme mes vendeurs, parfois, tu peux me dire, bah écoute, Vincent, là, j'en ai marre, j'en suis à 10 000 appels, on fait du chiffre, c'est cool, mais j'ai envie d'évoluer sur d'autres choses, peut-être de la vente un peu plus complexe, grand compte et tout. Je peux comprendre, mais normalement, au début, vu que le jeu il est toujours enfin voilà, en mouvement, normalement tu dois enrichir, tu dois prendre ça comme un jeu et en fait enrichir n'importe quelle discussion. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a peut-être aidé à tenir, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et aujourd'hui, avec ta stratégie sur les réseaux sociaux, j'imagine que tu n'as plus besoin de faire ça, ou peut-être vous êtes passé sur une autre stratégie, peut-être du mailing. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand je suis passé quand j'ai commencé à faire des formations et que j'ai commencé à donner des conférences, bah, les clients, ils venaient à moi. Je ne faisais plus Ouais. de prospection. Tu vois, tu passes le fait j'ai l'impression de donner des conférences, ou le fait de juste parler devant une caméra, hein, c'est paradoxal. Les, les personnes qui te regardent, déjà, te considèrent plus comme un expert, alors que j'étais exactement la même personne. Mon contenu était exactement le même, mais pourtant, j'avais beaucoup plus de personnes qui m'approchaient pour aller parler à leur conférence, alors que j'étais exactement Ouais. la même personne. Le mieux et le hack aussi, c'est juste de faire de prendre la parole aussi avec des experts encore plus experts que toi, parce que comme ça, les gens, ils vont t'assimiler avec cette personne. Mais sinon, pour répondre à ta question, plutôt sur Bradley que Maison Wacols, euh, parce qu'en fait, enfin, même pour les deux. Au début, déjà pour Maison Wacols, on a fait l'erreur. Enfin, on a fait beaucoup d'outbound, donc d'aller chercher les clients un par un au téléphone, mais on a vite compris quand même que c'est un jeu où, enfin, si tu veux tenir et en fait avoir beaucoup de rétention de clients qui rachètent tes produits, il faut être sur le terrain. Il faut avoir des démonstrateurs qui passent tous les jours, toutes les semaines plutôt chez les boulangers. Il faut avoir pas mal de ressources et c'est assez compliqué. Tu vois, c'est pour ça que les meuniers ils sont locaux et que les commerciaux, ben, tous les jours ils vont voir ils vont voir les boulangers. De toute façon, le métier de la food en général, quand tu es un distributeur, que ça soit distributeur de boissons ou de farine, de ce que tu veux, tu as des commerciaux qui vont voir la personne sur le terrain, etc. Donc en général, ces métiers-là, même si maintenant tu as envie d'automatiser avec une marketplace où tu peux commander en ligne pour les professionnels, etc., les professionnels aiment toujours quand même avoir cette relation. Par contre, maintenant sur Bradley, certes, j'essaye de communiquer un maximum pour que les acheteurs ou les gérants des magasins aient envie de commander chez moi sans que j'aille chez eux. Mais il y a quand même une réalité, c'est qu'un gérant d'un magasin, il a 15 000 produits. À part si tu t'appelles Coca ou je ne sais quelle marque, si tu es dans son magasin ou si tu ne l'es pas, il va pas trop dépendre de toi, tu vois. Donc, et surtout, il est tellement à fond et occupé que soit ton produit est révolutionnaire et vraiment il va prendre le temps de t'appeler, soit en général ils vont pas appeler toutes les marques pour voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que on va continuer à communiquer parce que certes il y en a qui font cet effort de venir vers moi, mais il y a quand même un enjeu à 90%. Là, dès que ma campagne elle se termine, là je rebascule en bizdev à Paris à faire tous les monoprix, tous les francs-prix, tous les intermarchés, et là je vais refaire avant de pouvoir recruter et rembarquer des gens pour Bradley à faire ce travail-là, repartir en mode militaire et d'aller taper à toutes les portes. Alors, ok, je vais le faire de manière plus intelligente parce que maintenant, je sais comment le faire. Je sais comment je vais automatiser certaines choses, comment je vais faire la relation, grâce à mon CRM, grâce à mes outils de mailing et ainsi de suite. Mais par contre, dans certains business, des fois, tu peux pas trop échapper au côté bizdev et effectivement, quand tu es sur un business de retail, donc de grande distribution, tu peux pas trop espérer que tu vendes comme Coca sans aller sur le terrain, quoi. Voilà. C'est sûr, même Coca, il continue à envoyer de la pub, ils payent même des millions de tous les ans en pub, justement pour continuer à parler de leur marque. Si on parle aujourd'hui de ta fonction de cofondateur, j'imagine que tu as plusieurs casquettes dans l'entreprise. Comment tu arrives à gérer ta concentration? Parce que tu fais de la prospection, tu écris des posts sur LinkedIn, tu formes des commerciaux, tu accompagnes des commerciaux. Comment tu fais pour gérer ta concentration? Euh, Ma concentration ou plutôt comment je m'organise sur la Ou comment tu organises tes journées, comment tu organises tes semaines? Et pour les parties où tu dois juste t'asseoir toi tout seul devant un ordinateur, ça peut être une deuxième une deuxième question. Comment tu arrives à gérer ton focus? Ouais.
que ça soit l'organisation, le focus, déjà, je vais te dire, moi, j'utilise donc Notion, mon outil de productivité, en fait, mais ça peut se faire sur Notion ou ailleurs, hein. En fait, moi, c'est super simple, j'ai deux, trois colonnes. En fait, j'ai une colonne où je mets mes to-do. Et en fait, au début, je mettais juste mes to-do normalement, mais en fait, maintenant, je les ai organisés. J'ai une colonne qui s'appelle urgent. J'ai une colonne qui s'appelle important mais non urgent. Et j'ai une autre colonne qui s'appelle moins important. Ou enfin, pas important, excuse-moi. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai des choses à faire pour le business, que ça soit recruter, que ça soit écrire un post LinkedIn, que ça soit bref, gérer toutes les tâches à faire, je les priorise. Et donc, soit urgent, soit moins urgent, etc. En fonction de si c'est moins urgent et que j'arrive à déléguer, tant mieux, je délègue. Et sinon, je sais qu'en fait, j'aime bien travailler en batch, c'est-à-dire je me bloque 5-6 heures d'affilée, ou c'est-à-dire si je dois écrire un post LinkedIn ou faire plutôt sur des grosses missions, je sais pas, par exemple, appeler 300 journalistes parce que j'ai envie que Bradley, voilà, que j'envoie mon communiqué de presse à un maximum de journalistes, je vais pas le faire 3-4 fois 1 heure dans la semaine. Je me mets des batchs, donc je m'organise et je dépile donc toutes mes to-do qui sont en priorité sous forme de batch. Et ensuite, au niveau de mon organisation, globalement, je fais du 9h, 19h, 20h, allez, chaque jour. Je prends aucun rendez-vous. Je prends aucun rendez-vous avant 13h. C'est-à-dire que de 9h de 9h jusqu'à midi, en gros, j'essaie de me focus à faire les tâches les plus urgentes. Et l'après-midi, c'est là où je fais mes rendez-vous. J'aime bien, dans l'idéal, mais ça marche pas tout le temps, me dire que les tâches les plus importantes, je le fais le matin et qu'en gros, l'après-midi, si j'ai fait ma tâche du matin, c'est comme si ma journée était faite et je suis content. Et l'après-midi, j'ai juste à faire voilà, des petits réglages, mais en soi, j'arrive pas trop non plus à suivre ça. Forcément, tu fais des tâches importantes parfois à l'après-midi, le matin, voilà. Mais sinon, ma routine, voilà, c'est ce que je t'ai dit pour m'organiser et me concentrer. C'est vraiment, j'ai identifié dans ma semaine, si tu veux, à chaque fois. Je fais une review en général tous les dimanches. J'aime bien tous les dimanches passer 1 heure ou 2 heures juste sur quelles vont être mes 3-4 maximum, parfois même juste 2 priorités de la semaine, qui vont me prendre peut-être, tu vois, 2-3 jours que je vais taper à fond, parce que tu vois, j'ai envie de faire tout d'un coup, euh, parce que je me sens plus efficace à faire une tâche d'un coup. Et donc voilà. Et chaque semaine, je replanifie 2-3 tâches qui sont urgentes, et après, j'essaie de combler dans la journée, l'après-midi, d'autres tâches que je peux faire en 30 minutes, 10 minutes, 1 heure, qui me prennent moins de temps. Je sais pas si D'accord. j'ai été clair et si j'ai Si, répondu si, à ta c'est question. super important. Tu fais la différenciation entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et ça, c'est très, très important. Et pendant les périodes où tu vas juste, toi, te poser tout seul devant ton ordinateur ou juste avec une feuille et un stylo, comme certains, comment tu arrives à garder ton focus? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu as un certain setup particulier? Qu'est-ce que tu fais pour avoir un bon niveau de concentration? Euh, Alors, ça dépend en fait un peu les modes. Si je sais par exemple que je dois faire de la créa, que ce soit enfin de la petite créa sur Canva ou quoi que ce soit. Enfin, si en fait, s'il n'y a pas de réflexion, comme écrire un post LinkedIn où c'est vraiment du français, moi j'aime bien me mettre bon, moi tu vois, c'est assez personnel, mais tu vois, j'écoute. Il faut pas qu'il y ait de paroles, j'écoute de la techno. Je suis un fan de techno, et donc tu vois, ça me met un peu dans un mood où bon, tu vois, je dépile, je suis à fond et je me mets des focus. Mais quand même, j'ai du mal maintenant à. Parfois, je me mets vraiment l'objectif où je me dis pendant 2 heures, t'es focus, tu fais rien d'autre. Euh, Ça peut marcher parfois si c'est de la rédaction de poste ou si je suis dans quelque chose où voilà. Mais globalement, j'aime bien me faire des petites pauses de toutes les une. J'ai du mal à dépasser les 1 heure, tu vois. Parfois, c'est juste tout bête, mais prendre mon téléphone, regarder, peut-être répondre à 2-3 messages, ensuite le remettre de côté, et ensuite j'essaye d'être focus pendant 1 heure. Sinon, je me mets pas forcément j'ai essayé des choses, mais je mets plus forcément de timer. Je me mets pas. Au début, je me suis dit, ok, t'essaies de faire ça en X temps, comme ça, tu te donnes un objectif et t'essaies d'être le plus efficace. Mais non, globalement, quand je me mets sur une tâche, j'essaye de voilà de la finir
après ça dépend. Enfin, j'allais dire des chiffres, mais en fait D'accord. ça dépend des tâches. Donc non, non, désolé, là j'ai pas trop de. Non, non, mais c'est justement, en fait, le but de ma question, c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas une seule façon de gérer son temps, il n'y a pas une seule façon d'entrer dans un état de flow, il n'y a pas une seule façon même d'entreprendre. Le but, justement, de ces vidéos, c'est de montrer qu'il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs façons de faire. On peut arriver à notre objectif en utilisant différentes approches et différents chemins. Et justement, c'est ça, moi, je trouve que Tu, la beauté tu de ces vois, interviews, c'est de voir, en fait, que chaque personne est unique et chaque personne utilise une stratégie différente. Vas-y. non, tu vois, si en fait là j'essaie de penser à quelles sont mes priorités, tu vois, et donc là dans la semaine, et pour voir un peu comment je vais les dépiler, tu vois là dans ma semaine j'ai deux priorités, c'est que je dois envoyer, tu vois, comme on fait euh, on, on doit, tu sais, comme on veut être en grande distribution, il faut que il faut que je contacte un maximum d'acheteurs. Donc là, ça fait longtemps que je me suis mis dans ma to-do. Il faut que je me pose au moins 2-3 heures et que j'envoie. Je me suis mis un objectif de une trentaine de messages plutôt personnalisés à des acheteurs sur voici ce que je fais en ce moment. Je serais ravi de vous envoyer des échantillons, et ainsi de suite. Et donc ça, je sais, tu vois, que demain, je vais mettre un créneau de 9 heures jusqu'à midi. Je vais m'enfermer dans une salle. Quand je travaille, il faut qu'il y ait personne. Alors moi, je suis assez. Il faut qu'il y ait personne autour. Moi, il faut pas qu'il y ait de bruit. Alors tout à l'heure, je t'ai dit, excuse-moi, de la musique, c'est quand je fais des tâches ou qui me demandent pas trop de concentration, mais quand je suis dans une tâche où vraiment je dois de la concentration, il faut pas qu'il y ait des gens qui parlent. Moi, je pourrais pas travailler en open space. Donc pour te montrer, donc je m'isole dans une salle. J'ai de la chance dans mes locaux. Alors soit là, dans ce que je t'ai montré tout à l'heure, on a un open space, mais il y a zéro bruit vraiment. Si quelqu'un doit prendre un appel ou quoi que ce soit, il prend des salles. Et donc j'arrive à travailler dans mon bureau. Soit vraiment je me mets dans une salle parce que je dois faire des appels. Et donc là, typiquement, pour demain, je vais mettre dans une salle 3 heures, un créneau sans bruit. Et je sais que je vais dépiler à faire mes 30 messages, faire mes recherches et il y aura pas d'interaction. Et ça D'accord. va te faire rire. Il y a quelque chose que j'ai fait, que j'ai acheté. Euh, alors, au niveau du bruit, tu vois tous les casques de réduction de bruit, soit ils coûtent assez cher, soit j'en suis pas satisfait. Le seul où je suis hyper satisfait, je sais pas si tu as essayé, mais tu vois les derniers AirPods Pro, les deux, ils te coupent vraiment du bruit, donc ça c'est pas mal, mais j'avais pas le budget pour. Et donc comme je prends beaucoup le train pour les déplacements, pour aller voir les clients, etc. Il me fallait un casque et donc et donc moi ce que j'ai acheté. Est-ce que tu vois ce que c'est les casques de chantier, les 3M? Tu vois ce que c'est ou pas? C'est Non, en gros, si les gens tapent juste casque 3M, c'est vraiment les d'accord. casques de chantier, c'est les gens qui ont des marteaux-piqueurs, etc. Et donc maintenant, moi, je sais que quand je suis dans le train, soit au bureau, si parfois il y a trop de bruit, ou en fait, il m'accompagne vraiment partout ce casque. Et moi, il faut vraiment que j'ai un focus où il n'y ait pas de bruit. Donc voilà, la petite anecdote, c'est parfois, moi, souvent, en open space ou dans le train ou ailleurs, j'ai ce casque parce que j'aime bien être isolé du bruit pour pouvoir être efficace. Voilà. Ça marche. Il y a une solution encore moins chère que j'ai découvert quand je faisais mon stage il y a presque plus d'une décennie maintenant. C'était des bouchons, en fait, des bouchons, tu sais, les bouchons orange. Ouais, En fait, je faisais mon stage, mais à côté de l'usine, à côté de là où il y avait les machines. Il y ouais. avait juste une simple vitre qui nous séparait. Donc c'était impossible pour nous de nous concentrer. Et le maître de stage était très gentil. Il nous a donné ces bouchons, en fait, tu sais, que C'est tu écrases un petit peu, que tu mets dans ton oreille. Ça coûte c'est des intra-oculaires, c'est ça? voilà, exactement. Ça coûte rien du tout. Et je les utilise encore, même aujourd'hui, parfois quand je voyage, et que, tu vois, dans les chambres d'hôtel, t'es jamais sûr il y a toujours des gens qui passent, il y a Ouais. toujours des gens qui font du bruit. Je trouve que ça isole et ça marche très très bien et ça coûte pas très cher. Moi, Et je suis d'accord avec toi. non, c'est juste moi parce que Et- je suis pas trop à l'aise avec des intras et tout, ça me dérange, mais oui, d'un autre côté, oui, je vais essayer. Ça marche. Et donc là, on a parlé de tes réussites, mais est-ce que tu as connu un échec durant cette expérience-là? Un échec qui t'a ouvert des portes, un échec qui t'a appris des choses, qui t'a permis d'apprendre une leçon, de devenir une meilleure personne, un échec qui t'a ouvert des portes? Mais je sais pas si j'allais faire la jonction, enfin si c'était professionnel ou personnel, mais c'est toujours un peu lié. Tu vois, si je prends mine de rien ma première entreprise, Hello Chanvre, où je vendais de l'huile et des graines sur Internet. Pour moi, c'est clairement un échec avec le recul où j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas fait beaucoup de ventes, il n'y avait pas de funnel, il n'y avait pas d'acquisition, il y avait rien du tout. Euh, et ça a amené sur rien, c'est-à-dire que la boîte, j'ai même, si tu veux, pour te dire à quel point ça a été n'importe quoi,
Je voulais vraiment créer une entreprise quand j'étais en école. Et donc, au lieu de faire une entreprise auto-entrepreneur pour pas avoir beaucoup de frais et faire ça rapidement, en fait, j'ai vraiment créé une SAS, tu vois. Et donc, tu vois, sur le recul, il y a plein de choses que j'aurais pas fait avec cette boîte. Et donc, c'est un échec, mais qui m'a amené, en fait, à chaque fois, moi, je suis plutôt quelqu'un d'opportunité. Et je suis pas quelqu'un qui me dit, je me suis pas levé un jour où je suis pas d'une famille de boulangers, je me suis dit, je vais faire les meilleurs pains du monde. C'est voilà, j'ai eu cet échec qui m'a emmené ensuite avec des opportunités, par contre, et toujours l'envie, parce que si t'es pas curieux et je pense une de mes plus grands aussi avantages, enfin pardon, c'est pas avantage le mot que je Force. voulais dire, mais force, merci. C'est la résilience. Si j'avais pas eu cette curiosité, cette résilience, j'aurais pas eu Bradley aujourd'hui parce que entre l'échec de Hello Chanvre, le passage de Maison Wacols et la volonté de encore vouloir agrandir avec Bradley, euh, je te dirais que voilà, l'échec qui m'a le plus amené en tout cas jusqu'à présent, c'est de pas avoir réussi de me lancer ma première boîte qui m'a amené en fait jusqu'à Bradley aujourd'hui. Euh, voilà, sur l'aspect professionnel, je dirais là, comme ça, je te dirais celle-ci. Je sais pas si ça répond à ta question, si tu voyais peut-être quelque chose de plus profond. Si, si, moi, c'est ta réponse. Et cette persévérance-là, est-ce qu'il y a une partie qui est innée, c'est-à-dire que tu as toujours été comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps, ou tu as mis des choses en place pour le développer? Euh, Moi, clairement, je te dirais que c'est mon éducation et le sport. Enfin, déjà mon père au niveau de l'éducation et je suis un gros sportif. La caricature du mec qui déteste perdre, bon perdant parce que je vais pas non plus rager bêtement, mais tu sais cette personne qui est assez compétiteur, qui en veut toujours gagner, qui n'importe quoi, que je joue à des jeux avec ma sœur, ma copine ou n'importe quoi, j'ai toujours envie de gagner sur n'importe quoi. Donc pour moi, c'est associé à la résilience parce que quand tu joues à quelque chose et que tu perds, ben en fait, tu as juste envie de te relever et de reapprendre. Je suis aussi voilà curieux, donc à chaque fois, vu que je perds, ben j'ai envie de comprendre pourquoi, j'ai envie de m'améliorer. En fait, moi, je suis un peu un geek, mais un geek, tu vas comprendre un peu l'analogie, la comparaison. C'est que moi, je prends vraiment l'entrepreneuriat comme un jeu, comme quand moi je jouais à la PlayStation, quand j'ai ou tu sais à mes jeux où tu joues à Age of Empire, là où tu sais tu devais construire ton village et t'avancer petit à petit. Et en fait, moi, je prends tout comme un jeu et j'ai envie de monter mon petit truc, de faire grossir petit à petit. Et donc forcément, comme je suis curieux, ben, quand il y a un échec, quand il y a voilà cette résilience, elle me permet à me dire, ben, apprends de ton échec, essaye de grandir et puis je suis tellement inspiré. Moi, je suis tellement, mais euh, tout cet écosystème startup, moi, je suis fan. Je mange des podcasts au quotidien, etc. Donc ouais, ça va aussi avec la résilience, avec le fait que ça soit une passion. Euh, Si quelqu'un a envie d'être entrepreneur et qu'il n'est pas résilient, qui en plus de ça, il veut juste être entrepreneur parce que c'est stylé, il est pas passionné, ça va être chaud quoi. Ça va être chaud. Moi ma résilience, elle est parce que je bouffe et je vis, j'embête tous mes potes, mes copines avec l'entrepreneuriat et eux ils se disent mais arrête, mais moi c'est juste qu'en fait j'adore avaler des sujets autour de l'entrepreneuriat. Donc voilà, je te dirais que la résilience, c'est l'éducation, la passion et mon côté un peu voilà l'envie de toujours gagner. D'accord. Et tu fais quoi comme sport? Alors j'ai fait toute ma vie, j'ai fait du foot. Euh, j'ai fait du foot je sais pas, de mes 7 8 ans jusqu'à mes 21 22 ans. À côté du foot, tu vois, par semaine, je faisais au moins 10 heures de foot par semaine, donc quasiment tous les jours un entraînement. Euh, je te parle de mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans. Et après, j'aimais bien à côté, en parallèle, je faisais du tennis à un moment donné. Et quand j'ai arrêté le foot, maintenant je le fais que en five, tu sais, du foot à 5, etc., en mode hobby. Mais sinon, beaucoup de sports de raquettes. J'ai eu pendant mes études d'école d'ingé beaucoup de colocs qui faisaient du squash, du paddle, du tennis et tout. Donc ça, voilà. Et sinon, ben là, depuis 2 ans, je me suis mis pas mal à la course, toujours pour le dépassement de soi, et ainsi de suite. J'ai fait des 10 kilomètres, j'ai fait des semis. Là, je m'entraîne pour un marathon que je vais faire ben dans un mois aux Canaries. Et tu vois, je me dis que je sais pas jusqu'où ça va aller, mais je sens la connerie où j'ai envie de partir sur un Ironman ou ce genre de dépassement. Mais
C'est pas la passion comme le foot, c'est plutôt le dépassement et voir jusqu'où je peux aller, quoi. D'accord, c'est plus l'objectif d'avoir fait un Ironman. Je Ouais, partage, je partage cette passion avec toi. Je suis pas vraiment passionné par le triathlon, surtout la première partie qui est la natation. Je pense que ça sera plutôt une torture qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a cet objectif de faire un Ironman qui peut être très intéressant. t'en prépares un? Pas immédiatement, enfin je le prépare comment on appelle ça, en background, en fond. C'est-à-dire que je fais du vélo, je fais de la course à pied, mais c'est vrai, la natation, c'est quelque chose que je laisse à plus tard, vraiment juste pour T'as survivre à cette première partie de as de déjà fait l'épreuve. des petites Non, courses même de courses à pied, je veux dire? si, moi je faisais de la course à pied, Ok. j'en faisais beaucoup avant, maintenant j'en fais un peu moins, parce que j'essaye de faire les 2, de faire du vélo et de la course à pied, mais mais ça reste, c'est un sport qui est très compliqué en fait de faire 3 sports en même temps, la natation, le vélo et la Je, course à pied. franchement, je dis ça, mais, enfin, de vouloir faire un Ironman, mais franchement, parce que j'ai des potes qui en font, et quand je vois, après, c'est toujours la même chose. Si tu veux, entre guillemets, si dans 2 mois je veux faire un Ironman, je vais le faire. Mais en fait, tout dépend de à quelle intensité tu as envie de faire ton Ironman. Tu veux faire un 40 km, je vais te les faire demain, mais si tu peux marcher ou courir très très vite. Donc en fait, ça va dépendre de l'objectif qu'on va se donner. Et comme l'objectif est toujours assez haut, là, je te rejoins en termes de temps pour arriver à perf comme on a envie enfin voilà, d'arriver à ta performance. Déjà faire un marathon, tu te mets un plan. Moi, je me suis mis un plan de 3 mois où tu cours 3-4 fois par semaine, où tu fais des courses, tu sais, les sorties. Enfin, bon, là, on va dévier un peu le sujet, mais tu fais des sorties longues, ça te prend 2 heures. Mais alors, attends de faire les sorties longues quand tu fais du vélo le week-end, ça te prend 4 heures. Tu couples ça avec la course plus la natation, c'est 2 entraînements limite par jour pendant 6 mois, une hygiène de vie où tu sors pas. Moi qui suis toujours, on pourra en reparler après, mais de la vie entre pro et la vie perso, moi qui adore aussi vivre, faire la fête, et ainsi de suite. Alors quand tu veux, moi j'ai mes 3 piliers entre le pro à fond, le perso à fond et le sport à fond. Ah ouais, l'Ironman, je dis souvent que j'ai envie de le faire, mais je vais devoir mettre des choses de côté, donc je sais pas quand, mais ça va être dur. C'est ça. Mais après, ça veut pas forcément dire que tu ne vas pas le faire. Dans ma tête, comment je vois les choses, c'est j'ai cet objectif-là. Long terme. Les gens ils me disent: «Ah, est-ce que tu t'entraînes pour le faire aujourd'hui?» Aujourd'hui, je m'entraîne un peu pour le faire, parce que c'est un objectif sur le long terme. Ça veut pas forcément dire que je veux le faire tout de suite. C'est juste que je retarde son exécution à plus tard, parce qu'en plus aujourd'hui, moi j'ai 2 enfants en bas âge. C'est que si je commence à m'entraîner les nuits, je ne sais pas, C'est vrai que j'ai pas tu d'enfant. s voilà, donc ça, c'est un avantage. Donc, moi, à l'époque où je n'avais pas d'enfant, je pouvais me permettre de faire les semaines que tu fais aujourd'hui. Même parfois, je travaillais le samedi et le dimanche parce que quand tu es piqué par cette, cette flamme entrepreneuriale, à un moment donné, en fait, je suis d'accord avec toi, tu ne penses qu'à ça, tu ne parles que de ça et ça peut être épuisant pour, les gens de ton entourage. Donc, je comprends très bien ce que te dit ta copine. Ma femme actuellement, au bout d'un moment, pareil, hein, je lui faisais une tête comme ça, quand je lui parlais de ça. Et du coup, maintenant, j'ai cet objectif de faire un Ironman. Je sais que je vais le faire. C'est juste que je peux pas me permettre de le faire aujourd'hui parce que les journées ne font que 24 heures et tu ne peux pas rentrer tout en même temps. Si tu veux passer du temps avec tes enfants et en même temps, tu as un podcast, tu as un business, tu as des formations Et et en tu veux faire général, du sport, en plus, notre type de profil où l'entrepreneur, il est tellement curieux de faire tellement de choses que c'est pas comme si on n'avait qu'un projet et que tu pouvais dire, bon, allez, je fais. C'est vrai que parfois, il faut faire des choix. Et donc, parfois, pour faire l'Ironman, que ce soit pour toi ou pour moi, ben, on va devoir, au bout d'un moment, au moins, c'est sûr devoir faire des concessions et arrêter de faire certaines choses. Parce que tu fais pas un Ironman comme ça sans, exactement, sans faire des concessions. exactement. Et surtout, si tu te projettes dans l'avenir, tu te dis, imaginons, moi, je suis un peu plus âgé que toi, j'ai 37 ans. Il te reste encore, imaginons, 30-40 ans à vivre. Si tous les 5 ans, tu te fixes un grand objectif comme ça, comme un Ironman, bah, tu peux en faire plein des objectifs. Donc, en Je me fait, suis, l'idée de se projeter dans l'avenir et de dire tous les 5 ans même, je peux changer de carrière, c'est-à-dire là, pendant 5 ans, je lance un pain de mie. Les 5 ans d'après, je me lance dans l'écriture de livres. Les 5 ans d'après, je me deviens eh ben, vidéaste. à la fin, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis fait la réflexion je sais pas, il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'en fait, ça sert à rien de vouloir. Enfin, voilà. Moi, maintenant, ma vision, elle est vraiment à chaque fois, c'est du long terme. Même, tu vois, là, je sais que j'ai pas des revenus de fou, que voilà. Mais dans ma tête, j'ai toujours, c'est peut-être aussi toujours ce côté résilience, mais j'ai toujours cette croyance, en tout cas, voilà, je sais que je vais y arriver, c'est du long terme. Arrêter de vouloir tout de suite et comme tu dis, ben voilà, donc l'Ironman du long terme et peut-être dans 5-10 ans.
Exactement, tu montes tranquillement en puissance. Est-ce que maintenant que tu sais ce que tu sais, en ayant appris ce que tu as appris, est-ce que, en revenant en arrière, est-ce que tu pourrais conseiller des choses aux personnes qui veulent se lancer? Ou si toi tu devais revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Euh, ouais, alors, il y a des trucs vraiment, c'est pas vraiment que pour le début, mais tu vois, c'est juste déjà un petit conseil, c'est une parenthèse, mais par rapport au business, moi, il y a une erreur que j'ai faite, notamment quand j'approchais les artisans boulangers et que je faisais que du col, c'est que, grave erreur sur Maison Wacols, ma première entreprise, j'ai fait tout le focus sur l'acquisition. C'est super bien sur la première année, ou les 6 premiers mois, où tu dois faire un maximum connaître ton produit. Mais au bout d'un moment, moi, j'étais omnibulé par, je voyais les métriques, je recrutais, je faisais que de l'acquisition. Et il faut penser aussi à la rétention. Et en fait, j'aurais dû confronter plus rapidement. En fait, la finalité, c'est que je me suis aperçu enfin, vers la fin, que ben, j'avais pas mal de churn, donc des personnes qui ne recommandaient pas mon produit. Et du coup, euh, j'aurais dû confronter plus rapidement mon produit, plutôt, même si je le faisais parce que je voyais les boulangers au quotidien, mais plutôt prendre le temps vraiment de les accompagner, d'aller sur le terrain, de comprendre pourquoi il achète pas encore. Et en fait, c'est ce qui fait que ton business va être périn. Donc vraiment, moi, vraiment sur la partie long terme, c'est vraiment de penser à la rétention. Et maintenant, sinon, moi, c'était vraiment sur le tout début. Euh, Comme je comprenais vraiment rien à l'entrepreneuriat, quand j'ai fait Hello Chanvre, je savais pas ce que je faisais. Je voulais juste monter une SAS et avoir de l'argent sur un compte, tu vois, de me dire je suis entrepreneur. J'aurais bien voulu savoir une chose, c'est savoir en fait quel type de business j'ai envie de construire. Et par là, j'entends, c'est pas que j'étais pas prêt à faire ce que je fais aujourd'hui, mais pour moi, il y a plusieurs types de business, et savoir si tu as envie, quand tu te lances, est-ce que tu as envie de faire un projet sur... bah, tu vois, je vais te les donner. En gros, tu as le mec qui est solopreneur, ou le mec, ou enfin je veux dire, une femme, mais t'as un entrepreneur qui veut être solopreneur et qui a un business, qui veut plutôt avoir une muse, entre guillemets, c'est un produit qui va peut-être être automatisé, qui va voilà, être tout seul, peut-être que ton audience comprend. Et en fait, qui va, alors tu peux quand même générer peut-être jusqu'à 1 million, 2 millions, mais bon, tu vas peut-être pas normalement avec une muse faire 100 millions. Mais en tout cas, tu es tout seul à bord. Ça, c'est le premier type de business. Et derrière, tu vas avoir plutôt une vie qui est un peu lifestyle, où tu vas pouvoir te permettre d'avoir un peu plus de temps pour vivre, soit voyager, et ainsi de suite. Donc là, c'est un peu le mode solopreneur, freelance, à Bali, ou ce que tu veux. C'est un peu cliché, mais voilà. Ça, c'est le premier entrepreneur. Le deuxième, c'est celui qui veut monter euh, une startup, une vision, par exemple, alors c'est peut-être pas aujourd'hui ce que je veux faire, en tout cas ça n'a pas été annoncé comme ça, mais en tout cas c'est les startups que tu peux entendre version je veux faire une licorne, je veux faire une boîte à 10 milliards sur 20 ans, la grosse machine, 500 employés, ainsi de suite. Là, tu es dans un business qui va être super long terme, qui va être compliqué, et tu as intérêt c'est plutôt pour quelqu'un qui va pas être first entrepreneur, parce que tu as besoin en général de connaissances et c'est très compliqué au début. Donc, il y a ce deuxième entrepreneur et tu as le troisième. Alors, c'est un peu en fait le mix des deux qui veut monter en fait une PME rentable, qui veut pas non plus chercher le truc à faire à 10 milliards et ainsi de suite. Et d'être un peu plus pépère, même si tout est compliqué dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi je dis ça, c'est que la finalité, c'est que si j'avais su ça, j'aurais plutôt su me positionner sur OK Vincent, c'est quoi ta vision avec mon associé? Est-ce que tu as envie d'être là sur 10 ans? Est-ce que tu as envie d'être plutôt lifestyle et d'être à Bali, de rencontrer des gens et d'être un peu plus chill? Et donc voilà, moi je suis super content d'avoir fait ce que j'ai fait parce que mine de rien, dans mon aventure, euh, j'ai pu, tu vois, passer les étapes, recruter, lever des fonds, avoir des investisseurs, avoir des problèmes, partir sur des nouvelles boîtes. Donc, je suis super content. Et là, moi, j'ai pas envie de changer ce que j'ai fait, mais j'aurais préféré quand même savoir dans quelle aventure je mets les pieds parce que je m'attendais pas à ça. Je te cache pas que je pensais pas en fait que ça allait être aussi dur. Le truc, moi, franchement, le cliché au début, c'était je fais mon site de e-commerce, tu fais ça 1 an ou 2, tu revends et ciao ciao. Et non, une boîte, c'est long. Maintenant, peut-être que des gens avec de l'expérience ou moi plus tard, tu peux bien sûr raccourcir le délai. Mais non, tu fais pas une boîte en 2-2. Et c'est peut-être ça que j'aurais voulu savoir au début. Voilà.
Bah, ça s'appelle l'expérience et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien, lire des livres et je recommande, aux personnes qui nous écoutent de lire énormément de livres dans leur domaine ou même dans d'autres domaines. Il y a un livre qui s'appelle Small Giants qui parle justement de ça, qui parle de certains entrepreneurs qui n'ont pas voulu suivre le cas classique de: «Je vais lancer une entreprise, une start-up et je vais lever des milliards et je vais devenir le prochain Elon Musk ou le Mark Zuckerberg». Il y en a qui restent en local, qui font un produit qui marche très, très bien, mais qui reste en local, qui pourrait se développer. Il y a des investisseurs qui viennent les voir et qui leur disent: «Bah, tiens, en fait, je peux faire rentrer du cash dans ta boîte et pour, s'étendre à l'international», imaginons, mais qui disent: «Non, non, moi je suis très bien là où je suis. Je maîtrise mon business localement et je préfère rester petit». En fait, ils appellent ça small giants, c'est-à-dire que c'est des petits géants. Et je trouve que c'est intéressant de. Mais ça, moi, je le savais pas. Moi, j'étais comme toi. Je pensais que l'entrepreneuriat, il y avait qu'une seule façon de faire. C'était grossir, 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 recruter, alors que on peut très bien avoir un lifestyle business. C'est ce que moi je fais, ce que je recommande aux personnes qui sont dans le même cas de figure que moi. Tu peux très bien être tout seul et gérer une entreprise. D'un point de vue extérieur, tu as l'impression d'avoir plusieurs personnes dans ton équipe. Mais quand tu commences à connaître certains outils, quand tu commences à connaître certaines plateformes, tu peux utiliser l'effet de levier en étant tout seul. Et Et complètement, complètement. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce parcours qui est un peu atypique, enfin atypique, tout le monde dit ça au final, mais non, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, je fais de la food maintenant, c'est un peu bizarre, mais c'est aussi que j'ai pu voir, mine de rien, en prenant ce chemin-là, en fait, si j'avais pris le chemin inverse, peut-être d'avoir trop un projet, parce que c'est vrai que parfois tu sais, on travaille tellement dur que tu as envie d'avoir un projet parfois un peu plus lifestyle, un peu plus chill à Bali ou je ne sais où, voilà. Mais là où je suis content d'être passé par là où je suis passé, c'est que déjà j'ai vu le lancement d'une marque B2B, pardon. Là, je passe par un lancement de marque B2C, donc j'ai vraiment une vue un peu plus globale. J'ai eu, et enfin, je suis toujours un peu dans la course de lever des fonds, essayer de faire quelque chose de gros, etc. Et tu vois, je suis content parce que c'est un peu comme quand je t'avais dit que je voulais faire après l'école d'ingénieur un master spécialisé, je m'étais dit que je voulais faire un master entrepreneuriat ou une école de commerce qui allait m'apprendre à faire une entreprise. J'allais payer 20 000 euros l'année et pour apprendre un peu, voilà ça. Alors qu'au final, moi je me dis toujours que même si ça crache demain, je suis toujours un peu en train de construire mon CV comme si j'avais fait une école. Au final, j'ai passé les 3 dernières années à toucher, en fait, à faire mon école de commerce, si tu veux. Et donc, je suis plutôt content de ce parcours-là, et parce que j'ai pu toucher à pas mal de choses. Et voilà, je sais par contre que la prochaine boîte que je vais lancer, là par contre, je vais vraiment me poser dessus. C'est pas genre au hasard, je prends un produit, je fais un site de e-commerce et on verra bien où ça me mène. Je vais vraiment, tu vas aller au fond de qu'est-ce que je veux sur 5 ans, sur 10 ans, sur un an, quelle est ma passion et ainsi de suite. Tu vois. d'accord, parce que tu te projettes déjà dans la prochaine entreprise. Euh, honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que je suis vraiment focus à 10 000% sur, bah déjà, tu vois, juste tellement à court terme sur réussir ma campagne de crowdfunding, un peu à moyen terme, essayer d'avoir des enseignes et rentrer en grande distribution. Donc vraiment là, je suis en mode, j'ai Bradley, il faut que j'explose ça. C'est au moins sur les 5 prochaines années, avec mon petit objectif de chiffre d'affaires en tête. Mais par contre, non, non, j'ai pas du tout, on va dire entre guillemets, un plan B ou quoi que ce soit, parce que j'ai envie d'être focus sur ce que je fais aujourd'hui. Par contre, tu vois, moi toujours sur mes petites notes, parce que j'ai plein de petites notes, quand j'ai des projets qui m'intéressent, ou en tout cas des gens sur, je trouve leur parcours assez singulier, atypique, ou en tout cas le type de business que j'aime bien, je le mets de côté, je le note. Euh, Tu vois, typiquement, moi, tu vois, je suis un fan de sport, de foot notamment. Je sais que j'ai un petit rêve. Je sais pas si ça se fera en milieu de carrière, en fin de carrière, si ça demande, parce que ça demande aussi pas mal d'argent. Mais tu vois, je me suis toujours dit que j'aimerais bien un jour reprendre un club de foot en tant que président, parce que c'est totalement une aventure entrepreneuriale. Tu dois repenser à tout le branding, la communication. Est-ce que tu amènes des investisseurs? Quel est ton objectif? Est-ce que tu fais monter en telle division? Quel club tu reprends? Bon, ainsi de suite. Et donc ça, tu vois, j'ai des petits rêves comme ça que je note, mais c'est pas écrit, il y a pas une deadline ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord.
Intéressant. Tu penses à un club en particulier ou ça sera à définir plus En tard? fait, pour aller un peu plus loin, pour ceux qui sont fans de sport et d'entrepreneuriat, en fait, il y a un club. Est-ce que tu vois qui c'est? En plus, tu vois, c'est un peu lié à la grande distribution. Est-ce que tu vois qui c'est? Alexandre Muliez. Je sais plus comment on prononce. En gros, c'est un fils. La famille Mullier, c'est la famille Auchan. Et D'accord. ils ont, je sais pas, ils ont une grande, grande, grande famille. Et parmi cette famille-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre Mullier, qui a été vice-président. Maintenant, il a 40 et quelques, hein, vice-président donc de Auchan. Et là, en fait, sa nouvelle aventure, il vient de reprendre le club de foot de Versailles. En fait, il voulait reprendre un club de foot en Île-de-France et le faire monter le plus possible. Donc Versailles, ils sont en National 1. J'ai pas envie de dire de bêtises. En gros, t'as Ligue 1, Ligue 2, National 1. Après, t'as CFA. Bon, bref, en gros, je crois il a la 5e division avant la Ligue 1 ou la 4e, et il veut l'emmener au moins je sais plus, il a un projet sur 10 ans, Ligue 2, Ligue 1 et bon, Champions League, on verra. Mais pourquoi je te dis ça, c'est que il m'inspire beaucoup parce que il commence à building public. Tu peux aller le suivre sur Alexandre Muniez sur LinkedIn. C'est impressionnant parce que déjà il a 40 ans, ancien vice-président de Auchan. Tu te dis qu'en général ces gens-là, et c'est dommage, tu vois, ils prennent pas le temps, et je comprends quand ils sont à ces niveaux-là de pouvoir building public, et c'est totalement ce qu'il fait. Donc là, il est en train de documenter sur comment en fait, quand tu connais rien du tout, enfin lui en tout cas, au foot, comment tu recrutes ton directeur sportif, quelle est ta vision à court terme, à long terme, comment tu recrutes les joueurs, quel est vraiment ton pourcentage de foot, parce qu'au final, il expliquait que c'était 10-20% de foot dans la semaine, mais en fait, 80% c'est manager encore, enfin c'est de l'entrepreneuriat, hein. C'est tout ce que C'est tu de la gestion, oui. voilà. Et donc en fait tout ce qu'il fait, ça m'inspire beaucoup, et tu vois, c'est ce type, peut-être ce type de choses que j'aimerais bien faire. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Je ne connaissais pas ce monsieur. À vrai dire, je m'intéresse pas, enfin, je regarde pas énormément de choses, je regarde pas la télé, Ouais. comme je te disais, je suis pas sur les réseaux sociaux. C'est un combat au quotidien, tu vois, de mettre des œillères et de rester focus sur mes priorités. On arrive presque à la fin de l'épisode. Est-ce que il y a un message que tu veux faire passer? Est-ce que tu veux parler de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu veux communiquer? Euh, Est-ce que je peux faire ma pub? Vas-y. Non, non, mais j'allais dire, pour tous ceux qui veulent. Alors c'est vrai que tout à l'heure, au final, j'ai parlé un peu du parcours, mais j'ai pas trop quand même bien pitché Bradley. Mais voilà, en gros, le but de Bradley, de nos pains qui sont faits à base de légumes et de plantes, c'est de retrouver un peu l'alternative que tu as des pains de mie traditionnels dans la grande distribution, donc des marques, je peux les citer, comme Harris, comme Jacquet. Ou autre, et en fait c'est te proposer un pain de mie qui soit bon pour ta santé. Et donc ce produit-là, on le met en campagne sur Ulule pendant tout le mois de novembre, enfin jusqu'à mi-novembre. Et donc ceux qui sont intéressés de goûter, de participer au projet, voilà, de nous aider à intégrer la grande distribution, vous pouvez en tout cas contribuer, ou en tout cas aller voir sur Ulule Bradley. Bradley d'ailleurs, ça s'écrit bread comme le pain, et en fait on rajoute ly à la fin. Et sinon, le message que j'ai à faire passer, je réfléchis. Euh, non, vraiment, moi, la chose dont je suis le plus content aujourd'hui, même si c'est compliqué, parce que, enfin, tu vas comprendre. En gros, c'était de commencer le plus tôt possible dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je dis que c'est compliqué parce que, tu vois, forcément, je me compare à tous ceux qui sont en école d'ingénieur, qui étaient avec moi. Tu vois, facile, et aujourd'hui, il y en a plein qui sont à 50, 60, 70 k l'année, enfin de salaire, même plus. Euh, Mine de rien, là, quand tu montes une entreprise au début, avoir des revenus les premières années, c'est pas le plus facile. Au début, tu passes par la casse chômage, comme j'ai fait. Mais là où je veux en venir, c'est le message que je veux faire passer, c'est mine de rien, commencer le plus rapidement possible, parce que entre ce qu'on pense savoir de l'entrepreneuriat, de ce qu'on a compris, versus de quand tu mets le doigt dedans et que tu comprends vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat. Si je devais aujourd'hui, si j'avais fait par exemple comme tout le monde, enfin ceux qui disent je vais faire 3, 4, 5 ans dans la vie active, et quand je serai bien mature, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, parce que tu auras fait 5 ans. En fait, j'ai l'impression que c'est deux mondes différents. Tu as les gens qui font de la vie active avec des process, une politique d'entreprise, les grands groupes, etc. Et, euh, et que tu sois solopreneur, entrepreneur, enfin n'importe quel type d'entrepreneur, là tu reprends tous les codes, ça va. Sauf si vraiment ta verticale que tu faisais, par exemple, si tu étais chez McKinsey dans un groupe de conseil, et que ensuite tu veux être auto-entrepreneur et que tu fais du conseil,
bon, là, forcément, il y a un lien, tu vois. Mais sinon, en règle générale, quand tu vas devoir aller chercher tes clients, ton acquisition, etc., tu vas devoir tout reprendre de zéro. Donc, le seul message que je peux passer, c'est même si c'est compliqué parce que tu vas peut-être redescendre en termes de revenus ou quoi que ce soit, c'est commence de suite. Si tu aimes l'entrepreneuriat, si t'es passionné, n'attends pas et peut-être fais ça en parallèle de ta vie active, hein, même si c'est compliqué. Mais moi, en fait, moi, je vois tellement du long terme et je me dis, mais attends, j'ai 26 ans, je sais de la capacité que j'ai, de ce que j'ai appris, et je me dis, ouais, mais si j'ai appris ça en 2, 3 ans, mais en fait, régale quand parce que je sais que je vais vouloir monter 2, 3, si j'ai toujours l'énergie, hein, 3, 4 entreprises de plus, mais ça va être beaucoup plus facile, même par rapport au réseau, pour plus tard. Donc voilà, le seul petit conseil, c'est de commencer le plus rapidement possible. Je te trouve assez modeste, Vincent. Quand même, tu as deux entreprises, tu as un produit qui marche, le lancement, il est quand même réussi, c'est en train de prendre de la traction. Comme tu dis, si tu vois sur long terme, Amazon, il perdait de l'argent pendant 25 ans, il commence à en gagner que récemment. Donc, et pourtant, c'est l'une des entreprises les plus cotées en bourse. Je veux dire, tout le monde connaît Amazon, et pourtant, il perdait de l'argent pendant 25 ou même 30 ans. Ah, Quand tu as une vision sur le long terme, il y a des choses qui prennent du temps. Il faut juste être à l'aise avec ça. ouais, complètement. Après, juste, alors là, je vais chipoter, hein, mais est-ce que, tu sais, les gens, ils aiment bien dire, je sais plus, certaines startups, ils sont pas rentables. Il faut juste faire attention de leur business model, parce qu'en fait, ils dépensent beaucoup d'argent en fait pour avoir leur traction. Mais s'ils veulent, je pense que leur business model en soi, ils sont rentables, tu vois, peut-être certains. Je sais pas, hein, je parle pas d'Amazon, mais certains en fait, c'est juste parce qu'ils dépendent. À la fin, en fait, in fine, sur le bilan comptable, ils sont pas rentables parce que ils ont dépensé plus d'argent en acquisition pour se faire connaître et grandir et peut-être relever des fonds, etc. Par contre, intrinsèquement, de base, leur business model est rentable. Donc, faut faire parfois peut-être attention enfin, je dis ça pour les gens qui nous écoutent, hein. Et du coup, je me posais la question, est-ce que Amazon, les 20 premières années, quand tu disais, est-ce que c'est parce qu'ils dépensaient énormément et qu'à la fin, là, c'est vraiment Et pour la culture, je sais pas, voilà, ou, enfin, tu oui, vois, il réinvestissait pour continuer à grandir parce que Jeff Bezos, il avait une vision pour Amazon et donc il réinvestissait. Après, on dit il perdait de l'argent. C'est vrai que si à un moment donné, il s'arrêtait juste, bah, il pouvait en gagner de l'argent, il pouvait avoir des profits, mais sauf que ouais, eux, ils réinvestissaient, ce qui fait que l'entreprise, elle continuait à grossir tout en étant une entreprise qui perdait de l'argent. ouais, c'est ça. Mais sauf que les investisseurs, quand ils voyaient ça, parce que eux, ils voient les projections. Donc même s'ils voient qu'une entreprise je veux dire, perd de l'argent sur le bilan comptable, mais c'est une entreprise qui a du potentiel parce qu'elle continue à avoir de l'acquisition et continue à développer d'autres choses comme le cloud qu'ils ont lancé il y a quelques années, en plus du site qu'on connaît, Amazon, ils font d'autres choses. Et c'est pour ça que même si sur le papier, ils perdaient de l'argent, c'était une entreprise qui continue à se développer, qui continue à recruter. Mais parce que Jeff Bezos, il avait une vision sur le long terme. Il dit, c'est pas grave, si aujourd'hui je perds de l'argent, enfin l'entreprise perd de l'argent, mais sur le long terme, ces actions ne faisaient que prendre de la valeur. Et on y revient à ce long terme et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure où voilà, commencer le plus tôt parce que je me dis quand tu as encore 10, 20, 30 ans devant toi, alors j'espère, hein, je sais pas où j'en serai, mais voilà, en tout cas, euh, toujours on revient à ce long terme et je pense que... Est-ce que toi d'ailleurs, quand tu m'as dit, t'as quel âge? T'as 37 ans? 37 ans, oui. T'as commencé à quel âge toi d'entreprendre? Moi, j'ai commencé en parallèle enfin de mon travail à temps plein. Moi, la différence, j'ai fait un passage dans le monde de l'entreprise. J'ai travaillé pendant 10 ans et c'était en 2014, que j'étais salarié, j'ai commencé à me former au coaching. J'ai commencé à faire mes formations de PNL, mes formations d'hypnose. J'étais ce qu'on appelle un séminaire junkie à une certaine époque. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un séminaire de développement personnel, moi, j'y étais avec mon calepin et mon stylo et je prenais des notes. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le coaching en parallèle de ma, de ma carrière, en fait, dans une entreprise à travailler à temps plein. Ok. Non, je dis ça par rapport au long terme ou est-ce que euh, toi, quand tu avais commencé l'entrepreneuriat, est-ce que tu te mettais une date où tu te disais, j'aimerais bien à, tu vois, 40, 50 ans, euh, enfin voilà, est-ce que avoir certaines,
on va dire, objectif en termes de revenus ou d'audience, ou voilà? Ou est-ce que, en fait, c'est quoi vraiment pour toi le long terme? Est-ce que tu as une date? Est-ce que tu as Oui, une... bien sûr. J'avais une date et comme tous les entrepreneurs, cette date, je l'ai, explosée. En fait, ça m'a pris 3 fois plus de temps, mais ça, justement, ça s'appelle l'expérience. Maintenant, avec cette expérience-là, c'est ce que je répète souvent. Je dis: «Si imaginons, tu définis une date pour atteindre ton chiffre d'affaires au bout de, disons, 2 ans, juste multiplie ça par 3 pour être tranquille». Parce que ça prend toujours on est mais ça, c'est l'être humain, on est optimiste par rapport à notre capacité d'atteindre nos objectifs. Mais en même temps, on est pessimiste par rapport au temps qui va nous prendre pour traverser une période difficile. Je ne sais pas pourquoi les humains sont faits comme ça, il y a des études qui le prouvent. On est optimiste, c'est-à-dire que quand on dit, parce qu'on est plein d'enthousiasme, tu vois, je vais lancer un projet, en 2 ans, chérie, t'inquiète pas, en 2 ans, ça y est, tu vois, ça cartonne, c'est la fête. Mais la réalité est différente, c'est que tu vas être confronté à des problématiques que tu n'avais pas anticipées. Tu vas te rendre compte que il y a certaines choses qui mettent plus de temps. Rien que ce podcast, c'est ce que je t'expliquais. Je lançais, tu vois, je me disais que j'avais une audience, que je connais du monde, que j'ai un carnet d'adresses, mais les personnes auxquelles je pensais n'étaient pas forcément disponibles. Il y avait des contraintes techniques au début. Tu vois, les choses mettent plus de temps que prévu et ça, c'est parfaitement normal. Donc, avec l'expérience, pour répondre à ta question, j'avais des projections, j'avais un planning, j'avais des dates, j'avais tout ce qu'il faut. Mais sauf que ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Mais maintenant, je suis content parce que c'est ce qui me permet de, de partager ce conseil et être, comment dire, être congruent. C'est-à-dire que quand je dis aux gens, quand tu prévois de lancer ton projet, imaginons si tu as défini 2 ans pour atteindre ton objectif, juste multiplie ça par 3 pour être tranquille. Et je le dis parce que je l'ai vécu et aussi parce que j'ai lu aussi plein, plein, plein de livres qui racontent exactement la même chose. Bon, mais du coup, je vais encore repousser et multiplier par 3, mais, Voilà, mais juste pour ta gestion du stress, pour être parfaitement serein et si tu atteins ton objectif plus tôt, tant mieux, mais au moins pour t'éviter, tout stress. Mais quand je dis ça, il y a une autre philosophie, comme, Peter Thiel, par exemple, le cofondateur de PayPal avec Elon Musk. Lui, il dit ça, c'est juste un exercice mental. Quand tu définis ton objectif, imaginons tu dis que j'ai un objectif sur 10 ans, mmh. pose-toi la question, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser cet objectif dans les 6 prochains mois? Et ça te permet juste de changer ta façon de penser. Peut-être qu'il y a d'autres façons d'atteindre ce même objectif en prenant des chemins qui ne sont pas les chemins, on va dire, traditionnels, classiques. Tu vois? Donc en même temps, multiplie par 3 le temps que tu penses être nécessaire pour atteindre ton objectif, mais d'un autre côté, pose-toi la question, demande-toi, est-ce que tu ne peux pas atteindre ton objectif dans les 6 prochains mois? Ça ne veut pas forcément dire que tu peux le faire. Ça veut juste dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques, il n'y a pas d'autres stratégies, il n'y a pas peut-être des personnes qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif plus rapidement? Ouais, complètement, complètement. Vincent, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel tu es le plus actif? Il y a LinkedIn, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif? Forcément, donc LinkedIn, Vincent Ouaté. J'ai réfléchi, mais bon, après, mon Instagram, si vous voulez, il est public, mais, mais c'est là, il y aura pas de boulot. Non, 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 LinkedIn, c'est très bien, c'est là où je mets toute mon énergie, donc donnez-moi de la force. Ça marche. Bah, je mettrai les liens vers ta campagne de Crop. crowdfunding. Ouais. Crowdfunding. Je mettrai les liens vers LinkedIn, je mettrai les liens vers Instagram, je mettrai les liens vers tes différents sites. Voilà. Merci Vincent, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Donc si vous avez apprécié cet épisode, merci de le partager.